Bon. Moi, je suis arbitre. Hein. Quand je regarde les matchs du PSG, des fois, je râle, hein, tu vois, devant ma télé, tu vois. Mais bon, il n'y a personne qui m'entend, donc ça va. Ça, Donc, tu le diras pas. Ouais. on va garder, on va garder ce morceau-là. Nouvelle émission aujourd'hui de All the Talk, l'émission All the Talk du sport, l'émission de la passion, l'émission de l'inspiration. Aujourd'hui, on a un numéro très spécial comme d'habitude, un invité exceptionnel, le premier arbitre que je vais recevoir dans l'émission. On a eu des sportifs, on a eu des journalistes, on a eu des acteurs, on a eu des réalisateurs. Aujourd'hui, j'ai un arbitre. Et pas n'importe quel arbitre. Un arbitre international, un arbitre qui travaille comme arbitre depuis 25 ans à différents niveaux, depuis plus que 5-6 ans au niveau international, depuis 16 ans au niveau national. Il a arbitré la finale des championnats du monde de basket en Chine entre l'Espagne et l'Argentine en 2019. Il a arbitré la finale des championnats du monde entre les États-Unis et l'Australie en 2018 aussi. Il est qualifié pour les Jeux Olympiques 2020, donc je suppose 2021 si tout va bien, on va pouvoir en parler. Et il a pu arbitrer aussi quelques Final Four dans la Champions League. On va rentrer dans les détails de tout ça. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir donc le plus grand arbitre français en ce moment, le meilleur on va dire, il va nous dire humblement non, Yohan Rosso. Bienvenue Yohan, comment ça va? Merci, ouais, ça va, ça va. Après, meilleur français, je suis pas sûr, mais parce qu'il y a quand même des noms français, tu vois, qui performent dans l'arbitrage, tu vois. J'ai en tête Eddie Viator, Mehdi Difala, tu vois, qui sont des gros noms, tu vois. Il y a Joseph Bissang aussi. Mais écoute, pour le moment, je fais mon petit bonhomme de chemin, Fais mais ton petit chemin. voilà, ça se passe bien. En tout cas, merci à toi, tu vois, de mettre un peu de lumière sur ce côté obscur de la force. Mais je trouve qu'on n'entend pas souvent assez les arbitres. Puis moi, je t'avoue que on t'en parlait en off. Ça fait longtemps qu'on prépare qu'on doit se parler. Pour X raisons, on a repoussé. On est enfin rendu. Moi, je suis vraiment excité de cet épisode. J'ai plein de questions à te poser sur un petit peu la préparation que vous avez, le développement que tu as fait, ta carrière, les coups de pression, les moments chauds. Il y a plein de choses il y a plein de choses dont on va pouvoir discuter. On va finir un petit peu par cette partie-là un peu. On va faire un peu de sociologie à la fin parce que je dis souvent les arbitres, ils voient quand même, ils sont pas mal capables sont les témoins, je pense, pas mal de ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. Vous voyez pas mal de choses sur les terrains. Aujourd'hui, toi, tu arbitres à haut niveau. Je vais aussi parler des autres niveaux parce que je sais que dans certains endroits, dans certains districts, c'est pas facile d'aller arbitrer. On trouve pas toujours des arbitres pour y aller. Donc, on va Loin parler de de ça là. aussi un petit peu. Donc, on va se lancer un petit peu. Alors, Johan, rapidement, on va essayer de faire ça. On va pas écrire un livre là-dessus, hein, mais on va essayer de faire ça rapidement. Tes débuts, comment est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui, arbitre de haut niveau? Je sais que tu as été joueur de basket. Euh, comment tu te transformes en arbitre aujourd'hui? Bah, je suis tombé dans la marmite étant jeune, tu vois, un peu comme Obélix, tu vois, dans la potion. Mais en gros, mon père était passionné de basket. Mhm. Lui, il est monté sur la région parisienne et puis il a commencé à jouer dans un petit club là, du coin, tu vois, de la région parisienne, sur l'Est parisien, donc, qui s'appelle Le Perreux-sur-Marne. Ok. Et puis, petit à petit, en fait, bah, il s'est investi un petit peu plus dans le club. Au départ, il n'y avait qu'une seule équipe et puis lui, il a structuré un peu tout ça. Donc, il a créé au fur et à mesure. Maintenant, je pense qu'il doit y avoir une quinzaine d'équipes avec la section féminine et la section On masculine. parle de quel club? Le Perreux-sur-Marne, c'est un Ok. petit club, tu vois, régional, départemental, voilà. Et en gros, bah, moi, j'ai commencé le mercredi après-midi quand j'étais gamin, quoi, à 6-7 ans, tu vois. Et parce que mon père, il entraînait et que j'allais avec lui le mercredi après-midi. Mhm. Et puis franchement, j'ai kiffé. Et après, lui, il m'a poussé un petit peu, tu vois, à entraîner des gamins. Tu vois, à 9 ans, j'entraînais des gamins qui avaient 7 ans, tu vois. Enfin, tu vois, j'ai commencé super tôt. Lui, il était derrière en train de regarder tout ça. Et puis après, bah, il m'a poussé un petit peu dans l'arbitrage parce que puis j'avais envie de voir, donner un petit coup de main, tu vois, le samedi après-midi dans le club. Donc j'ai commencé, ouais, je crois que j'ai commencé, sans dire de bêtises, à entraîner, j'avais 11 ans. Et puis j'ai commencé l'arbitrage, j'avais 13 ans. Mais j'étais un peu trop jeune, tu vois, à l'époque. Et du coup, ils m'ont gardé un petit peu en couveuse. En fait, j'ai passé la formation, je l'ai validée. Et après, j'arbitrais plus dans mon club pendant 1 an ou deux. Et puis après, ils m'ont lancé dans le grand bain sur des matchs de Dès 15 ans à prépa. peu près? Ouais, j'avais fait en fait
Donc, moi, j'avais une quinzaine d'années. Je crois, le premier match que j'ai arbitré, c'était à Orly et c'était des régionales filles. Ok. Et voilà, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, parce qu'il y avait une coach qui m'avait cassé les pieds tout le match en me demandant une faute offensive d'une joueuse adverse qui n'arrêtait pas de se d'écarter et de se créer de l'espace, tu vois. Et je crois que je n'ai pas sifflé une seule fois du match, si ce n'est peut-être une fois à la fin sur une action, tu vois. Et, enfin bref, j'ai ça en mémoire. Est-ce que Et tu as, est-ce que tu as encore des contacts avec ces premiers contacts-là? Est-ce que tu en as gardé alors, quelques-uns? pas avec le coach, mais la personne avec qui j'ai arbitré, Armand Demire, ouais, j'ai gardé contact et on se voit de temps en temps et c'est sympa, tu vois. Moi, je suis pas, enfin, je garde vraiment les pieds sur terre, tu vois. Arbitrer la finale de la Coupe du Monde, tout ça, c'est chouette, c'est un objectif sportif important, mais ça change pas ma vie, en fait, tu vois. Ça transforme pas qui je suis, tu vois. En fait, les passionnés vont savoir que j'ai fait ça, mais tu sors dans la rue, en vérité, sur 50 personnes, bah, il n'y en a aucune qui te reconnaît, tu vois. Ben, tu sais, On n'est pas des stars, tu vois. Donc, la il première faut... fois, en fait, vous êtes là, mais la première fois qu'on se parle, ouais, puis je commence à regarder, t'es au téléphone tous les deux, je commence à regarder tes photos, puis je dis, mais ouais, mais je te connais en fait, je t'ai vu dans plein de Ouais, matchs, ouais, on m'a vu dans plein de totalement. matchs. Après, c'est sûr que si tu regardes la télé, oui, bah, tu m'as vu parce qu'il y a des matchs qui sont médiatisés, ça passe à la Ouais. télé et tout. Mhm. Mais généralement, on ne fait pas attention, tu vois. Et je ne suis pas non plus un mec qui va se mettre en avant, que ça soit dans la vie de tous les jours et dans l'arbitrage. Donc, Mhm. si tu me connais, tu vas faire attention, tu vas dire, ah, c'est Johan à la télé, machin, etc. Mais si tu me connais pas, je passe inaperçu. Il y a plein de fois, tu sais, où je me retrouve à l'aéroport, genre, il y a des joueurs pas très loin, machin, ils me reconnaissent pas, tu vois. Je passe inaperçu, tranquille. En plus, je mets mes Mais, lunettes, pleine carte, hop, et je passe inaperçu, tranquille. mais c'est ça aussi, je pense que, je sais pas, tu vas me le dire, mais moi, bon, j'ai joué un petit peu au niveau amateur des sports collectifs, hein, mais j'ai étudié en STAPS aussi, donc on a appris un peu quelques trucs sur l'arbitrage. Tu sais, on m'a souvent dit j'ai souvent lu que les meilleurs arbitres, on les voyait pas en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le match, il se passe bien, l'arbitre, C'est ça, en fait, comme exactement. tu dis, t'es là pour briller, mais pour impacter le match tout en étant, je vais dire entre guillemets, absent, si possible. Bah, en fait, il faut garder le contrôle de la rencontre, tu vois, et permettre aux joueurs de jouer dans un esprit fair play, tu vois. Qu'eux, ils aient juste à se concentrer sur le game, sur leur tactique, sur leurs skills et tout ça, et puis Mhm. qu'ils qu'ils aient pas à se prendre la tête sur faute, pas faute, le règlement, ceci, cela, tu vois. Qu'ils soient juste concentrés dans leur jeu. Ça, c'est notre objectif, tu vois. Alors, avant de basculer dans la carrière internationale, bon, t'es enseignant, tu travailles pour le ministère de l'Éducation nationale. Ouais. Bon, c'est sûr que le travail d'arbitre, on peut considérer que tu es quand même un arbitre professionnel. Euh, c'est pas ton gagne-pain à temps plein. On en a parlé un petit peu, mais quand même, je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'un arbitre qui évolue à ton niveau gagne bien sa vie? Est-ce qu'un arbitre qui évolue à ton niveau ne peut faire que ça? Alors, c'est un très très bon complément de salaire. Pour vivre que de ça, c'est un peu compliqué parce que, bah, on va dire, il y a beaucoup d'arbitres qui sont entre guillemets professionnels et qui vivent que de ça, mais ce sont des arbitres, tu vois, qui vivent dans les pays de l'Est, dans les Balkans, et des choses comme où le salaire moyen est beaucoup plus bas. Mhm. Pour, euh, pour un Français, pour un Italien, pour un Espagnol, où le salaire moyen est beaucoup plus élevé, c'est compliqué et puis c'est trop précaire, si tu veux. En fait, tu vas bien gagner ta vie sur le mois où tu vas arbitrer, mais il faut lisser ça sur l'année et puis il faut voir aussi sur la retraite, tu vois, derrière, la sécurité sociale, des trucs comme ça. Mhm. Parce qu'en fait, tu vas arbitrer, tu reçois une prime et c'est tout, tu vois. Après, tu as le droit de payer ton imposition dessus, mais en fait, tu n'as pas de sécurité sociale, tu n'as pas Non. de droit à la retraite, tu n'as rien. Donc après, derrière, c'est toi qui dois, si tu veux vraiment vivre de ça, il faut toi t'organiser, mais c'est trop aléatoire, c'est trop aléatoire. Tu vois, là, il y a une période de Covid, si tu n'arbitres pas, tu gagnes rien, quoi. Ok. Donc, Il y a pas de couverture, il n'y a rien, je suppose. C'est au non, forfait. non, 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 non. Ça, c'est Au forfait. chacun, tu vois, chacun est libre, entre guillemets, de prendre une couverture additionnelle, personnelle, Mhm. tu vois. Mhm. Mais, euh, mais sinon, c'est trop précaire. Alors, on gagne bien notre vie, tu vois, on n'est pas à plaindre, etc. Mais c'est compliqué, on va dire, pour actuellement d'en faire un métier professionnel. Et Comme on y disait réfléchit, Fernand hein, tu Reynaud, vois. ça paye le sel, comme disait Fernand Reynaud. Ouais, ouais, ça met du beurre dans les épinards, tu vois. Voilà.
Et du bon beurre. Ok. Alors, alors aujourd'hui, tu officies au plus haut niveau. Euh, Tes débuts. La première fois que tu apprends que tu vas t'en aller vers ça, parce que je suppose que tu as passé des examens, vous avez passé des formations, il y a eu des moments, je pense, super cool parce que bah, c'est des étapes, hein, c'est un cheminement, hein. J'imagine que tu as des examens départementaux, régionaux, nationaux, internationaux, ça a dû monter comme ça. C'est un peu comme ça que ça se passe ou? Ouais, ouais, c'est ça. En fait, tu vois, en France, il y a une grosse structure hein, sur l'arbitrage. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont employés dans les comités, dans les régions et même à la fédération pour s'occuper de l'arbitrage. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est structuré. Je pense qu'on doit être à peu près aux environs de 10 000 officiels en France. Mmh. Donc, il faut faire son petit parcours, son petit chemin, tu vois, pour monter vers le haut niveau. Et au niveau départemental, tu vois, c'est une supervision parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas encore de stages. Il y en a de temps en temps, mais pas énormément. Et par contre, c'est au niveau régional où on commence les stages, tu vois, des stages de détection. Et là, après, c'est un peu comme le principe d'avant de la Starac, tu vois. Tu fais ton stage, tu restes ou tu dégages. Et OK. il y a très peu de place, en fait. Tu vois, en régional, on était, je crois, une trentaine sur le stage, ils en ont pris 5. Après, tu vas sur un autre stage, on est 15, ils en gardent 5. Après, tu vas sur un autre stage, là, au niveau national, tu es 30. C'est un parcours de formation avant qui était sur 3 ans. Maintenant, ils gardent tout le monde, mais à l'époque, chaque année, ils élaguaient un petit peu le groupe. Et genre, la première année, ils en viraient une dizaine. La deuxième année, on n'était plus que 14, je crois. Et OK. à la fin, il n'y en avait que 4 ou 5 qui passaient. Et moi, j'ai échoué la première fois que j'ai passé ces stages de sélection. Je suis arrivé un petit peu trop jeune, tu vois. J'ai loupé un peu mon dernier stage. Et voilà, ben, un premier échec à encaisser. Et comme je dis toujours, tu vois, j'avais deux façons de réagir. Soit je me disais, bah, je les envoie chier parce que je pense que j'étais trop fort et que eux n'ont pas su voir mon niveau. Ou Mmh. alors, tu vois, je me remettais au travail pour être à nouveau dans le système et leur montrer, tu vois. Moi, je suis un peu orgueilleux, hein, c'est-à-dire que plus tu vas me dire non, tu peux pas y arriver, et plus j'ai envie de te Tu vas montrer t'entêter. plus je vais travailler, tu vois. Cool. Et du coup, bah, moi, j'ai travaillé. Je suis retourné dans le cursus, j'ai repassé les stages, ça s'est bien passé. Et puis après, je suis arrivé, alors je ne sais plus exactement c'était quelle année, mais je pense que ça va être autour de 2005, un truc comme ça, en National 1, c'est le troisième niveau en France. OK. Et c'est le début, en fait, de ce qu'on appelle dans l'arbitrage en France le haut niveau. OK. Les arbitres haut niveau, ils sont séparés, on va dire, en trois groupes. Il y a ceux qui officient en National 1, ceux qui officient en Pro B et ceux qui officient en JP Elite. OK. Et tu vois, et après, en fait, c'est un système comme les équipes, c'est-à-dire qu'en fait, toute l'année, tu es observé de façon aléatoire par des gens, tu vois, par un groupe technique. Eux, ils te mettent des notes, et à la fin, il y a un classement. Et genre, bah, les premiers du classement, ils montent, et puis bah, les derniers, ils descendent. Et donc, tu vois, les matchs, ils sont importants quand même pour nous aussi, parce que bah, tu as une Tu accession évalué? vers le niveau supérieur, ou tu as une descente qui se joue. Ça, Mmh. les gens, ils ne le perçoivent pas, tu vois. Ils pensent qu'on vient, on prend son petit chèque, et puis on rentre chez nous. Ouais. Mais en vérité, on est aussi des compétiteurs, tu vois, dans notre activité parce qu'on a tous l'envie, en fait, d'aller sur le niveau supérieur. Mmh. Et du coup, après, moi, j'ai pas été comme certains arbitres, tu vois, qui ont des parcours un petit peu comme des fusées, tu vois, qui traversent les niveaux. Genre, une année, pam, pam, ils montent direct. Tu vois, il y a un jeune chez nous là, qui s'appelle Maxime Boubert. Il a un potentiel de ouf, tu vois. Et il a fait un parcours comme ça, où genre, allez, en 2-3 ans, le mec, il est arrivé en JP Elite, tu vois. Il est fort pour son âge, il a un potentiel de dingue. Alors c'est Et quoi moi, un arbitre fort? bah, le mec, il prend les bonnes décisions. Tu vois, il est sur le terrain, il a une image déjà où il est capable de faire face à l'adversité. Donc, si on lui met de la pression, etc., il est capable de ne pas craquer. Et puis surtout, il prend les bonnes décisions parce que c'est un arbitre qui connaît le jeu. Tu vois, quand tu es Est-ce qu'il est joueur, imposant physiquement? il commence à le devenir, mais avant, il ne l'était pas. Mais tu sais, on a un petit groupe de potes, tu vois, avec Mehdi Difala. Je suis sûr que lui, tu l'as déjà vu à la télé aussi, c'est un Oui. Golgoth, il est taillé de ouf. C'est obligé, tu vois sa photo. Le mec, tu vois, il est dans la muscu de dingue. Et c'était incroyable. C'est incroyable. Et on a un petit, tu vois, on a un petit délire entre nous. Quand on va à la salle, on s'engraine, etc. Donc, ouais, c'est cool. Est-ce que c'est important Et d'avoir un bon petit physique, tu penses?
Ouais, ouais, très, 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 très Ouais? important. L'image, elle est super importante. Parce qu'en vérité, tu vois, les décisions, sur le haut niveau, on est à peu près tous capables de prendre les décisions. Alors, il y aura des petites finesses à comprendre, tu vois, des trucs, etc. Mais l'image, elle est super importante. Après, la FIBA, tu vois, ils recherchent des profils ou un petit peu athlétiques. Tu vois, tu peux pas être le papy bedonnant de 45-50 ans, quoi. Tu vois, faut que tu sois capable de courir et que On tu a aies une connu à bonne. une époque ça. Ouais, ouais, mais ça, c'est révolu, tu vois. Maintenant, ils nous traquent, hein, tu sais, on a un programme physique à faire, hein. On a On va en un parler, programme on va en parler, physique on va en parler, et il faut on va en parler bosser. un petit peu. On va en parler un Et en petit peu, fait, mais vas-y, pour vas-y. revenir, tu vois, sur le truc initial, bah moi, après, j'ai fait 3 ans en NM1, j'ai fait 3 ans en Pro B, et maintenant, je crois que ça doit être la 10e ou la 11e saison en Jeep Elite. Et puis voilà, c'est chouette. Et en gros, bah, chaque année, tu te donnes un challenge, un nouvel objectif. Tu vas en discuter tout à l'heure en off. Moi, je n'ai pas trop à regarder ce qui se passe derrière moi, mais plutôt à Mhm. toujours chasser le prochain objectif. Alors, c'est quoi le prochain? Bah, là, c'est les Jeux. C'est les Jeux Olympiques. Là, tu vois, j'avais un diplôme à passer pour l'éducation nationale, donc j'étais un J'ai peu vu. focus dessus. Donc maintenant que c'est passé, c'est validé, Félicitations. merci. C'est mis de côté. Là, je vais reprendre à fond les entraînements, tu vois. Préparation mentale, troisième. Bim. Allez, let's go. Vas-y. Je disais, ouais, sur la préparation mentale, c'est un truc qu'on voit, mais qui est un peu en retrait par rapport à la prépa physique encore. Sur les championnats du monde, les Coupes d'Europe, des nations, ça, on le voit un petit peu. Il y a un préparateur mental qui vient. Mhm. Et après, on nous avait sensibilisés il y a quelques années à ça, lorsque j'étais arrivé en Jeep Elite. Et on avait travaillé avec un mec qui s'appelle Philippe Renaud, un préparateur mental français. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas investir un petit peu dedans, de ce côté-là, et investiguer un peu, tu vois, comment ça fonctionne. J'avais travaillé, je sais pas, je dirais 4-5 mois, tu vois, avec lui. Et franchement, c'était vraiment très intéressant. Après, en termes de performance, j'étais lancé comme une fusée à cette époque-là, tu vois, parce que mentalement, tu es bien, tu réfléchis sur toi, sur ta performance, tu es accompagné, et puis franchement, c'est un bien-être quand même. Est-ce que C'est, tu as t'as des trucs, des outils que tu utilises encore? Un outil ou deux que tu peux partager avec nous et que tu utilises encore beaucoup? bah, ouais, il y a tu vois, en fait, ce qui est récurrent dans l'arbitrage, c'est la gestion de l'erreur. Parce que tu prends tellement de décisions dans un match que tu es obligé de te tromper, tu es obligé de faire des erreurs. Et le truc, c'est de l'accepter. Et surtout de ne pas rester dessus, parce que si tu restes à gamberger un petit peu sur l'erreur que tu as fait, ben en fait, tu n'es pas dans le moment réel, tu vois. Et du coup, tu n'es pas disponible pour juger ce qui est en face de toi. Tu vois, tu es toujours en train de penser à autre chose. C'est comme si tu conduis ta voiture et tu es en train de penser à la dispute que tu as eue à la maison avant, tu vois, et du coup, t'es moins Tu moins attentif, focus. tu vois. Mhm. Et voilà, et ça marche comme ça chez nous aussi. Et du coup, l'idée, c'est de se parler à soi-même, tu vois, d'utiliser un petit peu le self-talk pour se remettre dans le présent, de redécrire ce qu'il y a en face de soi, et du coup, de repasser ses pensées sur l'instant, tu vois, OK. sur le moment. Bah, je suppose qu'il y a une collaboration aussi parce que tu pas tout seul, hein, vous êtes 3, au basketball quand tu prends une décision, je suppose, bon, souvent il y a 3 arbitres, il y en a toujours un qui va valider, qui doit valider certainement les décisions des autres, quand toi tu es dans cette configuration-là, et qu'il y a mauvaise décision, évidemment, est-ce que le premier réflexe après le self-talk, c'est de demander de l'aide ou de pouvoir valider les décisions? Souvent, on n'en parle pas tout de suite, mais tu sais, après les décisions, il arrive les temps morts. Et c'est souvent l'occasion de faire un bilan assez court. Et il y a souvent des arbitres qui restent un petit peu trop focus sur les actions passées, tu vois, et de se dire, ah là, on s'est planté, là, machin. Alors qu'en fait, l'idée sur un temps mort pour les arbitres, c'est de faire un petit bilan très très court, mais surtout de se projeter vers ce qui arrive, tu vois, et d'essayer d'anticiper les prochaines stratégies, les changements de rythme, ce qui peut se passer, tu vois, au niveau des équipes. Et suivant les collègues, c'est plus ou moins, on va dire, bien perçu, bien accepté, bien communiqué, tu vois. Il y a des mecs qui vont te mettre un petit tacle, et puis il y a des d'autres qui vont passer tranquillement Quand à tu autre veux chose, dire tu vois. tacle, c'est quoi un tacle? Genre? Bon, tu vois, elle va te dire, c'est quoi que tu as sifflé là? C'était quoi cette merde? Ou un truc comme ça, tu vois.
Et alors que bon, en vérité, tu sais quoi, on est grand, hein. On sait direct quand on a fait une connerie, hein. Et Mhm. généralement, tu le sais dans la seconde. Ça m'est arrivé très régulièrement de mettre un coup de sifflet et après tu dis: «Oh merde» et tu sais, mais tu peux plus revenir en arrière, tu vois? Parce que, bah, c'est parti, c'est parti et tu peux plus rien faire. Après, la seule chose que tu peux faire, c'est dire au mec: «Bon, bah, c'était pas le meilleur coup de sifflet de la soirée, hein, désolé», tu vois? Et généralement, après, les mecs, ils acceptent. S'ils sont pas bêtes, tu vois? Si les 3 quarts des gens, ils acceptent, tu vois? Et puis ils tapent dans la main et puis ils disent: «Bon, bah, vas-y, c'est parti, c'est pas grave. On passe OK, à alors ça la au c'est next». donc admettre qu'on peut faire une erreur. Bah, alors déjà, bah, déjà c'est important d'expliquer que l'arbitre, il prend des décisions arbitraires. Il est pas juge. Mmh. Il y a Ouais, ouais. beaucoup de gens dans leur esprit qui confondent, là on rentre dans la partie croustillante, on va dire, qui Ouais, ouais. confondent les deux mondes. Donc le juge ou le juge arbitre, bah, en natation on a des juges arbitres. C'est pas Mmh. c'est pas la même c'est pas la même dimension, mais c'est autre chose. Mais vous, vous êtes arbitre. Alors là, tu parles. J'adore parce que tu dis: «Bon, bah, là, j'ai fait une erreur, je la reconnais». Moi, je te pose direct une question, j'entends ça souvent quand tu écoutes les matchs de foot, les matchs de basket. Oh, il rappelle ou il fait une faute comme pour il siffle cette faute pour équilibrer un petit peu le truc, la balance. Est-ce que ça fait partie de votre de parce que ça me semble hallucinant d'entendre ça à chaque fois quand même, donc Ah toi, non, qu'est-ce non, que tu penses de ça? Parce qu'on entend souvent, hein. c'est une légende urbaine ça. C'est une légende urbaine. C'est ce que les gens aimeraient, voir, tu vois? Mais, en vérité, si tu as fait une erreur, tu peux pas, réinventer quelque chose après pour, dire: «Bon, bah, j'ai fait une erreur de chaque côté». Sinon, en fait, tu continues le match avec une deuxième erreur dans ton sac, tu vois? Donc, non, c'est pas voulu, tu vois? Ouais, C'est pas c'est voulu. su bah, je dis heureusement, mais des fois on a ce feeling-là quand tu regardes la continuité des matchs. Alors, le club, le coach, le joueur avec qui tu as vécu tes premières confrontations? Parce que celles-là doivent rester mémorables quand même au niveau international, donc au niveau national, au niveau, parce qu'on a souvent des joueurs, et puis là, on va rentrer un petit peu on rentrera dans cette partie-là un peu plus tard, la partie un peu sociaux, mais j'imagine qu'il y en a qui acceptent pas les décisions, les entraîneurs aussi. Premier coup de pression, un Le petit le 1er, je sais pas, mais en tout cas, je dirais le plus, fameux, celui qui a fait réagir le plus mes potes, tu vois? C'est, une fois où j'ai mis un coup de pression à Marc Gasol sur les championnats d'Europe en 2017. OK, En fait, tu sais quoi? Je lui siffle faute offensive. En fait, je me plante, il y a un fake du défenseur, le défenseur, il tombe flop, OK. et ouais, voilà et lui, il vient m'embrouiller et moi, je me suis pas laissé faire. Tu vois? Je l'ai direct, je l'ai stoppé et heu et je me suis pas laissé marcher sur les pieds Quand il et s'adresse à là, toi quand il s'adresse à toi, est-ce que tu mmh fais attention au langage? Est-ce qu'il y a un niveau de langage que tu autorises? Ou il y a un niveau de langage où tu dis là, mon gars, s'il y a un Pouta qui sort, est-ce que tu sanctionnes ou tu es plus un type d'arbitre où tu vas d'abord essayer de dialoguer en tolérant, mais il y a une limite ou pas? Est-ce que tu es un gars qui dialogue en fait? moi, je suis plutôt, pédagogique, tu vois? J'ai cette OK, déformation-là, professionnelle. Je suis assez humain, donc je peux comprendre la réaction, émotionnelle. Mais du coup, tu vois, par exemple, là, c'était une réaction un peu émotionnelle sur le coup de la part de Marc et bah, moi, j'ai réagi tout de suite, un petit peu à son niveau pour le calmer. pas faire un électrochoc, mais lui dire, «Calme-toi, tu vois? Tu peux pas me parler comme ça» et après on en a reparlé 1 minute après, tu vois? Après un temps mort où il était un petit peu plus apaisé et il y a eu une communication, tu vois? Et là, tu peux comprendre les choses. Mais, je suis assez ouvert, je peux expliquer beaucoup les choses, je peux admettre mes erreurs et tout. Mais par contre, je fais ouais, effectivement, je fais très attention à la forme du message que je reçois, tu vois? Si le mec il te gueule dessus, bah, t'as pas envie de lui répondre ou tu as envie de lui mettre un stop ou tu as envie de le sanctionner. S'il y a une réaction, on va dire, émotionnelle et tout de suite le mec il se reprend, ça tu peux le comprendre, tu peux l'admettre. Et puis après, tu as des mecs qui sont carrément gentlemen, où le mec il s'énerve pas, il vient, il te pose une question, pam, il repart, il joue. Et il y a des mecs comme ça, tu vois. Qui veulent Il y a apprendre des... et puis comprendre quoi. Ouais, et puis c'est peut-être des mecs qui gèrent leurs émotions, qui sont meilleurs dans la gestion de leurs émotions. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est les émotions, c'est le stress,
c'est du sport de haut niveau, hein, donc les joueurs, ils ont de la pression, ils ont une obligation de résultat. Toute la Mhm, semaine, ils s'entraînent pour ça. mhm. Nous aussi, on est là-dedans, mais les gens ne le perçoivent pas. C'est Nous, différent. on a, C'est on a différent. envie de performer, on a envie de prendre les bonnes décisions. Et ce qu'ils ne comprennent pas, le public, les gens autour, c'est que nous, notre performance, elle est faite autour du nombre de bonnes décisions. Tu Ok. vois, on s'en fiche que ça soit l'équipe A qui gagne ou l'équipe B. Ça, c'est pas un problème pour nous. Tu sois le meilleur, tu sois le plus connu, le petit pousset qui bat le géant, tu vois. Ça, c'est pas notre problème. Nous, on essaye toujours de prendre les meilleures décisions. Ok. Et c'est ça notre objectif. Limiter, c'est celui qui fait le moins d'erreurs qui monte, en fait, qui Ouais, gravit voilà, dans votre. exactement. Et après, il y a erreur et erreur, tu vois. Il y a l'erreur que même un aveugle, il peut pas faire, tu vois. Et il y a les situations un peu grises où tu peux discuter, il y a des critères, parce que c'est quand même compliqué, hein, ça C'est va dur. vite. Non, le basket, c'est dur, hein. Le basket, c'est dur. Vous avez la chance d'utiliser la vidéo, bon, de façon plus, je dirais, de façon mieux faite aujourd'hui en NBA. C'est pas toujours le cas. Là, j'ai vu des choses qui évoluent un peu différemment maintenant, mais par rapport au foot, c'est les jours et la nuit. Ça va quand même vachement plus vite, vos Le, f- décisions. le foot, c'est un peu plus long, tu vois, à leurs décisions. Déjà, ils ont une équipe à côté qui juge. Une fois qu'ils ont jugé qu'il y avait besoin de la vidéo, ils appellent l'arbitre central. Après, l'arbitre central, il va voir. C'est long, tu vois, comme process. Alors qu'ils ont les moyens, en termes de matériel de faire beaucoup plus vite. Je Quand pense que tu le dis, football, quand tu dis beaucoup plus vite, quand on parle de la VAR au football, là, pour les amateurs de foot, donc on a un arbitre de basket qui nous donne son point de vue sur le système au football. Puis c'est très intéressant parce que vous avez, c'est sûr, vous avez c'est une autre façon d'arbitrer, c'est un autre monde, mais c'est sûr, vous avez un regard là-dessus. Donc, on s'en parlait en off, on a vu des réactions au football, des trucs hallucinants, mais toi, donc l'impact que tu vois, la VAR, la façon dont tu changerais la VAR, ça serait quoi? la façon dont je changerais la VAR, tu vois, je mettrais la VAR à la responsabilité du quatrième arbitre. De façon, parce qu'en fait, à chaque fois, on est obligé d'attendre que l'arbitre central, il court, il traverse tout le terrain, il regarde la vidéo, il juge, après il recourt, il prend sa décision. Alors c'est lui qui a tu vois, la plus grosse responsabilité. Mais en fait, soit il saute un maillon de la chaîne et ils disent c'est l'arbitre central qui décide quand il veut utiliser la VAR et à ce moment-là, il fait le signal et il se fie totalement sur le quatrième arbitre ou sur la décision de la VAR, tu vois. Et comme ça, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a deux phases de jugement. Il y a la phase où les gens qui sont dans le camion jugent faute, pas faute, carton rouge, but, pas but, hors-jeu, etc. Et j'ai l'impression que en fait, cette décision-là, elle est pas, on ne lui donne pas de crédit. Il faut encore que Ça l'arbitre soit validé. central vienne pour refaire sa décision et pour dire oui, vous avez raison ou non, vous n'avez pas raison. Tu vois. Est-ce que tu n'as pas Alors, l'impression qu'il y a des arbitres qui ont peur maintenant de prendre des mauvaises décisions à cause de la VAR, je sens les arbitres peut-être un petit peu moins libres sur le terrain parce qu'ils savent qu'il y a ça, il y a comme cette épée Damoclès. Alors, si toi, tu me dis que toi, tu es évalué, alors mets-toi à la place du mec qui se dit qu'il va être évalué, il doit prendre une décision, il y a la VAR en même temps, s'il s'est trompé par rapport à la VAR, il est grillé direct. C'est-à-dire que lui, il prend des points en moins tout de suite. c'est compliqué, hein. Quand tu utilises la vidéo, il faut que tu sortes avec la bonne décision parce que sinon, derrière, tu prends une fléchette, hein. C'est clair, tu vois. Et pour nous, c'est pareil. Nous, on l'utilise très souvent en Europe sur la situation de faute antisportive ou faute simple, Mhm. qui est un peu aux États-Unis, c'est la flagrant foul. Ouais. Mais tu vois, et c'est les grosses fautes ou des choses avec des critères assez précis. Et là-dessus, comme comment dire, le penalty, tu vois, la réparation, elle est lourde. C'est des choses sur lesquelles il faut être sûr quand tu sanctionnes. Ah, j'ai vu des trucs, enfin, des trucs écoute, on voulait en parler avec toi. Je pense qu'on est tous les deux un peu fans du PSG. Ah, Euh, de ouf, de ouf. Moi, je suis tous euh, les euh, matchs. Ce soir, le PSG Lorient, je vais tu regarder. regardes, moi je revois la main de Kipembe quand il se fait ça sur la frappe de Rashford là, il y a 2 ans. C'est pas possible quoi, que tu siffles enfin, bon, le mec il vient jamais mettre Ouais, sa main. On est rendu dans un truc où maintenant, je disais après, il va falloir viser les mains dans la surface et on va tirer les pénaltys. Mais ouais, je mais pense que la VAR, et chez vous, c'est défini clairement quand est-ce que tu utilises la vidéo. Et je pense qu'au foot, c'est les décisions sur lesquelles ils imposent la VAR, ça facilite pas le travail. C'est-à-dire que ça devrait être quand c'est pour le hors-jeu, et même là, il y a des décisions au centimètre près. Mais bon, mettons hors-jeu,
goal line, touche, des trucs Mhm. basiques. Le Mais reste, comme tu dis, peut-être. je suis pas assez spécialiste, tu vois, j'ai pas vu le règlement et donc je pourrais pas, tu vois, commenter avec précision, on va dire. Par contre, il y a une philosophie que j'arrive pas trop à comprendre, c'est le fait, tu vois, quand il y a hors-jeu, de pas lever le drapeau tout de suite et de laisser finir l'action. Et des fois, tu vois le mec, il marque, et puis genre 30 secondes, une minute après, il lève le drapeau, tu vois. Et ça, j'ai un peu de mal avec cette philosophie-là, mais c'est pas moi de toute façon qui décide, donc T'en pas de connais, toi, problème. des arbitres de foot? T'as des potes arbitres de foot? Est-ce qu'il y a une Non, pas communauté de trop. potes d'arbitres? Avez-tu un social club sur Facebook, les gars, pour vous retrouver ou Ouais, quoi? on se fait des soirées privées. Non, je déconne. Non, 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 tu sais, l'arbitrage, c'est. Alors, ouais, on dit souvent c'est une grande famille, mais il y a, comment dire, il y a une espèce d'ambiguïté parce que, en fait, c'est aussi une activité individuelle, un peu, tu vois. Mhm, C'est une performance collective, mais en fait, tu dois performer individuellement. Donc, il y a une ambiguïté là-dedans, tu vois, à gérer ou des fois, dans le groupe, bah, il y a des mecs, comme dans la vie de tous les jours, avec qui tu vas super bien t'entendre et avec qui tu peux faire confiance mhm. et avec qui ça va super bien se passer. Tu peux être honnête, tout va bien se passer. Et puis, il y a des mecs qui attendent qu'une seule chose, c'est de te plomber et de prendre ta place, tu vois. Et Donc compétitif, très voilà. compétitif aussi, quoi. Très, très Ah compétitif. ouais, de fou, de fou. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. C'est compétitif parce que aussi, bah, il y a le niveau de jeu que tu arbitres et puis il y a le côté financier aussi, tu vois, qui est différent. Mhm. Donc, Bon, c'est. alors on Et puis, continue il y a dans un nombre le. de places limité. Il y a un nombre de places C'est sûr, limité. ouais, tu me disais que plus tu montes, ben c'est sûr, hein, plus tu montes, plus les places sont chères. C'est C'est ça. sûr que c'est comme dans le boulot, hein, tu as atteint tel poste, tu veux aller après, ben c'est sûr qu'il y a moins de personnes qui vont y C'est aller. ça. La compétition est encore plus rude. C'est un petit peu le haut niveau euh, behind the scene, comme on dit. Alors, C'est ça. on parlait de coup de pression. Moi, je vais parler maintenant d'atmosphère. Parce que le basket, alors j'ai reçu Carl English, j'ai reçu Tariq Abdul-Wahad. On n'a pas beaucoup parlé de cette atmosphère, mais avec Carl, on a parlé beaucoup de ça un petit peu en Europe. Carl Mhm, English, que tu as dû connaître à un moment donné ou que tu as dû croiser. mhm, mhm. Euh, euh, Lui, et bon, moi j'ai grandi en Europe, en France, on a regardé les matchs championnats d'Europe, en Turquie, en Grèce, en Europe de l'Est, les ambiances de fou là. Première chose, est-ce que tu as déjà eu peur? Est-ce que tu as déjà eu peur d'aller arbitrer à un endroit? Et c'était où? Et c'est quoi le contexte? J'ai eu peur une seule fois. Et c'était en Lituanie. C'était sur un championnat d'Europe U16. Et tu vois, c'était une équipe à cette époque-là un peu vicelard, tu vois, à la limite de ce qu'ils pouvaient faire, etc. Machin. Et ça commençait un petit peu à être un peu border, je trouve, en termes de triche, de jeu sur le terrain, tu vois. Et là, je siffle une antisportive à un des joueurs locaux. Et il faut dire qu'en Lituanie, tu vois, le foot, ça n'existe pas, hein. C'est le C'est le basket. basket, le sport numéro un, tu Mhm. vois. C'est comme si tu mettais le football ou le soccer, tu vois, en Europe. Et là-bas, pour eux, c'est le basket. Donc, c'est une religion, tu vois. En gros, tu n'as pas un Lituanien qui joue pas au basket. C'est pas possible. Ouais. Et là, donc, je pénalise, tu vois, l'équipe locale. Et là, ils sont pas contents, machin. Et là, franchement, j'étais au milieu de terrain. Et là, j'ai commencé à avoir des bouteilles d'eau qui fusaient sur le terrain et tout, des trucs de ouf. Là, j'ai eu peur sur le coup, tu vois. Là, je me suis dit, ah ouais, ça peut être chaud, ça peut être craignos pour ma santé, tu vois. Vous êtes Et protégé quand même? ouais, ouais, protégé par tes mains, et puis tu te débrouilles quand tu es au milieu comme ça. Non, non, après, oui, il y a un service d'ordre, tu vois, enfin, un service d'ordre, il y a un service de sécurité, il y a des gens sur le côté. Mais en fait, tu mets 10 personnes face à, j'en sais rien, 2000 personnes, ils vont pas les arrêter, hein. S'ils veulent jeter des trucs, ça va passer par-dessus et ça va arriver. Alors après, ils vont se faire sortir du gymnase ou du stade, mais Moi, sur je le crois. moment, quand ils envoient, hein. Et là, il y a eu le speaker, tu vois, qui a fait une petite annonce, qui a demandé aux gens de se calmer un petit peu et tout. Et après, on a pu reprendre. Et ce qui est marrant, c'est que juste derrière, le mec, il fait une faute bien flagrante. Et il pensait que j'allais pas siffler, tu vois. Bah, j'ai sifflé, je m'en fous. Moi, je m'en bats les steaks, hein. Moi, je m'en bats les steaks. Si Eh pour ouais, tu moi, fais c'est ton faute, travail. ma faute. Si c'est faute, bah, je siffle, tu vois. Après, il y aura des erreurs, il y aura bon, il y a plus de coups de sifflet juste,
Mais s'il y a des erreurs, il y a des Est-ce que erreurs. tu, Après, est-ce si que je tu l'explique. aimes, est-ce que tu aimes ces ambiances-là, chaudes un petit peu, ces Ah, matchs? j'adore, j'adore, Ouais, j'adore. ouais, Franchement, quand ça gueule, en fait, moi j'ai souvenir de la plus grosse atmosphère en France, c'est à Limoges. ouais. Et la première fois, tu vois, tu vas à Beaublanc. Au blanc, En ouais. plus, Beaublanc, il y a une architecture, tu vois, spéciale. Ça tombe un peu sur le. Ouais, ça fait comme des ailes, tu vois, un peu. Le plafond, il est un peu arrondi et il se descend sur le parquet. Ça résonne de fou. C'est génial, tu vois. Bon, là, ils sont un peu moins chauds en ce moment. Ils ont perdu un peu. Et puis, bon, il y a le Covid, bien sûr. Mais la première fois que j'étais là-bas, bon, là, ça a envoyé du lourd. Et je me souviens, tu vois, je me souviens d'un temps mort. Et genre, je sais plus, le mec, il est avec son haut-parleur, tu vois, et genre, il nous insulte, il nous hue, etc. Et moi, je sors du temps mort et je le regarde, tu vois. Et ça me fait rigoler parce que voilà, ce genre de comportement, tu vois. Moi, je m'en fiche, je suis objectif, tu vois. Et je vois les gens, ils deviennent fous et tout, ils s'énervent parce que c'est leur équipe, tu vois, ils veulent supporter. Et le mec, il me dit, et tu sais, il m'insulte comme ça, il me dit, ouais, ici, t'es à Limoges, fais gaffe et tout. Et moi, j'étais mort de rire. Mais tu vois, plus tu vas mettre la pression, moi, plus je vais me concentrer et plus je vais kiffer. Ouais, Là, ouais. on souffre avec le Covid. En tant Mhm. qu'arbitre, on souffre. Tu vois, Ah, tu c'est vois les vide. salles vides, tu as l'impression de faire des matchs de préparation. Mais quand tu as des bonnes ambiances comme ça, là, voilà, c'est mortel. Le Franchement, c'est plaisir. kiffant. C'est même, je dirais, tu vois, c'est pour ces moments-là que tu sais pourquoi tu tribes à l'entraînement, parce que c'est kiffant de dingue. Alors, C'est kiffant de dingue. la question à 100 $, tu as parlé d'arbitre d'Europe de l'Est. On a entendu beaucoup d'affaires, de corruption, de paris sportifs, de trucs. C'est sûr, vous êtes approché par des dirigeants, vous êtes approché par des tierces personnes, par la mafia, j'en sais rien. Les mecs qui sont dans l'Est, ils peuvent pas rester. Comment tu restes clean dans ce milieu-là, en fait? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as déjà entendu des trucs un peu chelous Déjà, première question pour les 100 $, comment ça se passe? Tu me les envoies sur PayPal ou... Non, écoute, moi, La j'ai jamais eu mallette, de la mallette. problème. J'ai pas eu de problème, j'ai jamais eu de soucis là-dessus. C'est beaucoup de rumeurs, tu vois, de sous-entendus, des choses comme ça que j'ai entendues et plutôt des choses sur l'Europe de l'Est, peut-être, tu vois, mais vraiment des choses anciennes, tu vois. C'est vraiment clean maintenant, hein. Tu vois, Ouais. puis tu vas pas te mettre en. Maintenant, tu peux tracer un peu tout. Moi, j'ai jamais été approché. Je connais aucun arbitre autour de moi qui a été approché pour corruption ou des trucs comme ça. Mhm. Donc, je sais pas. Je pense que c'est actuellement, en tout cas, peut-être plus un fantasme des gens qu'une réalité. En tout cas, pour les arbitres européens et notamment les arbitres européens de l'Ouest, tu vois. Mhm. Après, je ne suis pas assez spécialiste de ce qui se passe en Russie, de ce qui se passe dans les Balkans, dans les trucs comme ça, pour En juger, Roumanie, on va en parler tout juger à ce l'heure. qui se passe, ouais, Roumanie ou quoi, ok. Roumanie, c'est un sujet sensible en ce moment. En Donc, plus, c'est en pas plus évident, c'est pas évident parce que c'est vrai que c'est sûr que ça doit être tentant, ça doit pouvoir exister. Puis bon, bah, toi, tu as une job. Je sais pas si vous mettez la main sur la Bible comme ils font, comme ils font les présidents américains quand vous commencez, mais vous avez certainement des principes et des choses à respecter. ouais. Mais des coups des moments de, si c'est pas des tentatives de corruption, l'intimidation, ça doit exister, c'est certain. Ouais, l'intimidation, ça existe, tu vois. Après, il faut savoir que bon, maintenant, on a beaucoup moins comment ça s'appelle, de liens avec les fédérations ou avec les clubs. Maintenant, on est assez autonome dans le déplacement, dans les gestions des trucs. Après, tu sens que, enfin, on est souvent, quand c'est les fédérations qui sont en charge, ils nous mettent dans des beaux hôtels, dans des trucs comme ça. Je sais pas s'ils attendent quelque chose en retour, mais nous, on est professionnel, tu vois, on prend nos décisions. Et la FIBA a changé aussi sa ligne de conduite, tu vois, les règles. Avant, je me souviens, il y a d'anciens arbitres, ils me disaient, tu vois, ils me racontaient, un ancien international français, tu vois, il allait arbitrer au Panathinaikos et le gars qui s'occupe des arbitres, il les récupère le matin et il les amène dans un espèce de go sport, tu vois, et il leur dit, bah, vous choisissez ce que vous voulez, c'est le partenaire du club, vous prenez, c'est pour vous, tu vois.
Le gars, il dit, bah, écoute, moi, j'ai rien besoin. Mon fils, il est sportif, machin, il a tout ce qu'il faut. Moi, je veux juste aller boire un café et puis c'est fini, tu vois. Et bon, ça se passe, la matinée, elle se finit, il rentre à l'hôtel. Et quand il rentre à l'hôtel, une valise avec enfin, un sac de sport, tu vois, rempli avec des maillots, des shorts pour son fils et tout, tu vois. À l'époque, il y avait des cadeaux comme ça, tu vois, qui se faisaient. Il y a souvent des anciens arbitres qui revenaient, tu vois, avec des montres, des trucs comme ça. Mais ça, ils ont tout arrêté parce que voilà, même à un moment donné, tu vois, ils avaient mis, je crois que quand j'ai commencé, ils avaient mis une limite, tu vois, de cadeaux à genre, tu pouvais offrir quelque chose à 100 euros. Maintenant, il n'y a plus rien. Maintenant, ils offrent plus rien et c'est bien mieux comme ça, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pas connu cette époque-là. Ça, c'est plus la génération d'avant qui recevaient des cadeaux de sponsors de clubs ou des choses comme ça. Mais c'était un peu malsain, tu vois, comme esprit, parce que je pense Mhm. qu'eux, ils s'attendaient en retour à un certain avantage en cas de. Sauf que c'est pas forcément ce qui se passait, tu vois. Bon, Mais écoute. c'est révolu ce temps-là. En fait, le mec qui nous gère, il a mis fin à tous ces petits cadeaux. C'est très codifié maintenant. Ouais, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. On reste dans l'actualité, puis on parlait un petit peu des arbitres de l'Est. Donc, on est fan du PSG, on a regardé un match dernièrement. Moi, j'ai plusieurs avis là-dessus. Franchement, j'ai plusieurs avis là-dessus. Et j'ai trouvé quand même le genou à terre, point levé le lendemain. Je comprends, hein, mais on est loin de Mexico 78 là. Donc c'est vraiment, Ouais, c'est vraiment, puis je me suis renseigné beaucoup là-dessus. J'ai vraiment regardé l'histoire, ce qui s'est passé. C'est marrant, on n'a pas beaucoup parlé non plus de comment on s'adressait à l'arbitre, au quatrième non, arbitre. mais ça jamais, ça jamais. Ça, on n'a pas parlé du tout. On n'a pas parlé du tout. Il a utilisé un mot en roumain qui est bon, bah, négrou, c'est noir. Bon, ben voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, 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 Est-ce que pour ça, il mérite de se faire lyncher comme ça, enfin, ça mérite de prendre les proportions que ça a pris? Je trouve que c'était un peu limite. Moi, j'ai trouvé ça très limite. Tu vois, moi, il y a quelques amis qui m'ont demandé mon avis. Vas-y. Déjà, je pense que le racisme, tu vois, c'est un sujet qui est très sensible actuellement. Et ce qui est normal, parce que ce qu'on a fait aux personnes de couleur, tu vois, c'est pas bien. Enfin, clairement, c'est pas concevable. En tout cas, avec la mentalité d'aujourd'hui et tout ce qu'on sait, c'est inconcevable de faire ça et c'est impardonnable. Donc, je comprends qu'il y ait une sensibilité vraiment particulière. Et je pense qu'il faut l'avoir en tête et il faut être conscient des mots aussi qu'on utilise. L'arbitre, il doit être maître un petit peu de ses émotions. Enfin, je dirais même pas un petit peu, mais il doit être maître de ses émotions et il doit être exemplaire. Euh, le lynchage de cet arbitre-là, si c'est quelqu'un de raciste avéré, bah, c'est mérité. Si par contre c'est une erreur De euh, langage. de langage sur le moment, machin, et que c'est pas quelque chose sur lequel il y a des antécédents et que c'est pas forcément la philosophie de la personne quand on le connaît réellement, bah là je trouve que c'est trop, mais voilà, quand Mais tu c'est dur rentres à dans dire. ce. Moi, tu sais, ma première réaction quand je vois tout ça. Mhm. Imagine donc le Camerounais assistant qui est en arrière, qui prend un carton rouge. Imaginons c'est un nain. Ou imagine il mesure 2 mètres, il est obèse, il est rouquin. Et qui dit, bah, c'est le rouquin. Est-ce que ou imagine Ah, c'est un mais transgenre. J'en sais les pas moi si rouquins, le. les rouquins, bon, bah, ils ont reçu des moqueries, mais ils n'ont pas subi, tu vois, ils n'ont Non, pas mais été je veux, martyrisés physiquement, non, tu vois. mais c'est-à-dire que là, j'ai reçu un psychologue il n'y a pas longtemps dans l'émission d'avant la tienne. On a Ouais. parlé un peu de ça. C'est très difficile le racisme parce que il faut être capable de définir les choses. C'est très la définition. Moi, tu sais, j'ai vu Charbonnier qui a fait je pense que c'était Charbonnier qui a fait un tweet où il disait moi on m'a appelé le blanc, en Afrique, je sais Hmm. pas combien de fois. Moi, j'ai rien dit. Ouais, mais la réponse souvent c'est de dire ouais, mais toi t'as pas. Ouais, mais combien de temps on va regarder en arrière? Quand est-ce qu'on va commencer à vivre aujourd'hui? Et aujourd'hui, moi, je trouve ça choquant qu'on dise d'un de mes amis qu'il est raciste parce qu'il a utilisé le mot noir. T'es noir. Mais non, mais tu veux décrire comment le mec? Tu vois? Après, Ouais, il y bien a du sûr. ton, après, il y a la façon, tout ce que tu veux. Exactement. Et il y Et, a le et, contexte. Et il y a et le puis tu contexte. dis, et il y a le contexte, et il y a le contexte, et il y a le contexte.
il y a aussi la personne avec qui tu parles, est-ce que tu la connais, est-ce que tu la connais pas, tu vois, est-ce que c'est ton pote, est-ce que Aussi. machin. Après, il y a quand même une certaine vigilance à avoir et un certain respect, je dirais, de l'histoire. Mhm. Mais il faut pas non plus aussi tomber dans quelque chose, tu vois, qu'on exploite, tu vois, une histoire, tu vois, qui est surexploitée par des gens d'aujourd'hui qui n'ont pas forcément connu cette martyrisation, je dirais, tu vois. Ouais. C'est important de ne pas oublier parce que, alors peut-être que moi, je le vis pas, enfin, je le vis pas, tu vois, au quotidien et moi, je travaille dans des cités, j'ai des gens de couleur, tu vois, dans mes classes, c'est très une mixité culturelle, etc. Et je suis baigné dedans depuis petit, donc j'ai du mal à percevoir peut-être le racisme et sous quelle forme ça peut exister, etc. Tu vois. Et je suis choqué des fois quand je vois des vidéos, tu vois, entre les forces de l'État, les policiers, tu vois, et les gens de couleur, comment ça peut déraper, comment ça peut aller. Tout ça, moi, j'ai pas ce vécu-là, tu vois. Mhm. Et du coup, j'ai peut-être moins de sensibilité que certaines personnes, tu vois, qui subissent ça assez régulièrement. Et je peux le concevoir parce que quand tu subis ça, après, c'est pas vivable, tu vois. Mais je suis pas sûr que toutes les personnes qui réagissent L'ont vivent ces vécu, situations-là. l'ont Ouais, vécu, l'ont exactement. vécu. Ah, moi, je peux te dire que mes années à Paris, ça m'a marqué, je m'en souviendrai toujours, mais en même temps, je me pose pas en victime, en avance, je disais dans une de mes Ouais. émissions, tu sais, moi, je suis coach de natation, je suis le seul Renois, hein, où on est 2, on est 2 en bord de la piscine. Si je commence à Ouais. penser à ci, à ça, j'ai pas Excuse-moi, mais fini. généralement, vous êtes en galère en natation, hein. Mais ça, tu vois, c'est une légende urbaine ça. Ça aussi, tu vois, c'est des trucs, surfaits qu'on dit là. Ça pourrait être un autre sujet de discussion là, mais c'est d'abord social, hein. Il y a pas de piscine, hein, en Afrique, hein. Tous les sports à lesquels Ouais, on ouais. a accès, où on peut se mettre, en général, on arrive à performer, que tu sois, d'une masse musculaire comme ci ou comme ça, Mhm, on arrive à mhm, s'en on arrive à se débrouiller. Mais plus, tu sais, je te disais que c'est vraiment on est vraiment, rendu dans un monde où bon, ben, il faut faire, comme à chaque fois on dit, bah, il faut faire un peu plus attention. Puis il y a le contexte. Puis lui, c'est vrai que tu as dit une chose qui est importante, il faut être maître de tes émotions et que peut-être que lui, à ce moment-là, ce que j'aimerais savoir, c'est si est-ce que parce que des fois, tu peux dire quelque chose, mais jamais tu l'as pensé comme ça. Tu vois, il a dit noir comme, il aurait dit, c'est le grand là-bas, tu vois? Peut-être lui, ça l'a surpris de voir la réaction ou honnêtement savoir si quand il le dit, si: Ouais, «Ah merde, j'aurais pas dû le dire». peut-être que, tu vois, il est, c'est possible. Après, tu vois, ça se trouve, il dit noir comme il dit blanc, jaune, gris, tu vois, marron, comme une couleur, tu vois, lambda. C'est ça que, tu vois, je dis, quand moi je dis, c'est compliqué de juger pour nous de l'extérieur parce qu'on ne connaît pas le mec. Tu vois, on ne connaît pas l'humain qui est derrière le rôle d'arbitre. Et s'il est raciste, bah ouais, il mérite d'être sanctionné. Par contre, si c'est juste, il a voulu dire orange, tu vois, ok, bah là, c'est un petit peu trop fort. Après, franchement, il y a un truc aussi, c'est que pour décrire une personne, tu n'es pas obligé de parler tout de suite de sa couleur de peau. Non, Tu vois. non, c'est Donc, vrai, tu c'est peux vrai. aussi prendre un autre critère, tu vois, pour définir le. Tu peux dire le mec au bout du banc avec son bonnet, tu peux dire Mmh. le dernier assistant, tu peux dire l'assistant du coach. Et si l'arbitre central ne comprend pas, là, après, tu peux rentrer peut-être dans des détails un petit peu plus. Tu vois, et tu peux, Mmh. avec la moustache, pas la moustache, la barbe, enfin, tu vois, tu décris un peu plus. Mais c'est vrai que lui, ça a été son premier critère quand même, tu Premier vois, critère, pour, premier mot qu'il a sorti. Bon, bah, écoute, c'est- on va lui souhaiter bonne chance à lui parce que je pense qu'il est pas prêt de retrouver du niveau international, hein. Vas-y. Et puis surtout, tu vois, le mot qu'il a utilisé en roumain, tu sais, il se rapproche d'un mot, d'un terme qui est pas apprécié, tu vois. Nigger, nègre, tu vois, c'est des mots qui sont très péjoratifs, tu vois. Tu sais que tu plus Moi, le je droit le ici, hein. Tu peux Ouais, plus, mais c'est pas étonnant. tu peux plus le C'est dire, pas étonnant. C'est pas étonnant. tu peux plus le C'est dire, pas hein, mais étonnant du tout. c'est comme l'histoire de Cavani récemment, qui après un match fait un tweet où il écrit à un ami le mot «negrito». Et en Angleterre, Mhm. il a failli où il va se faire suspendre parce qu'il a utilisé le mot negrito. Mais culturellement, negrito, dans la culture latine, c'est un mot beau, c'est des chansonnettes qu'on chante à des enfants. Ça n'a pas de Ouais, connotation mais raciste du tout dans cette culture. Le mot negro, c'est noir en espagnol. Tu comprends? C'est pas. ouais, je suis d'accord, mais je sais plus si c'est pas ce terme-là, tu vois, qui avait été utilisé
par rapport à des esclaves ou des choses comme Ah, ça. c'est Je sais sûr, c'est plus. sûr qu'il y a Donc, des termes, c'est sûr qu'il y a des termes. Moi, il y a des trucs, il y a des termes qui ont été utilisés, des mots, mais c'est sûr, même le mot noir est utilisé dans l'esclavage. Donc, en ce moment-là, je sais pas si on peut pas vraiment l'interdire. Tu, tu regardes oh, j'avais un truc sur le bout de la langue, je l'ai perdu. je l'ai je l'ai perdu. Non, je trouve que vraiment, il faut vraiment faire attention à ça. On est dans un moment, où est-ce qu'on peut dire, pas dire, la limite est très, 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 très fine. J'ai quand même au final trouvé le geste pas négatif. C'est bien, c'est un recall, ok. Faites attention aux mots que vous utilisez, ok. Faites attention aux mots que vous utilisez, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus, tu sais, au Québec, puis c'est ça que je voulais te dire. Au Québec, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai découvert le mot mulâtre. Les gens appellent les métis. Moi, je suis métis. Ma maman est vendéenne, mon papa est ivoirien. Bon, voilà. Ici, ouais. il me traite, pardon. Il m'appelait le mulâtre Mm. pour décrire que je suis métis, tu vois. Mais Ouais. j'ai expliqué, je ne connaissais pas le mot avant d'arriver ici. Et j'ai découvert ça, et puis je dis, mais mulâtre, c'est une connotation très, très, très esclavagiste. C'est une connotation très mauvaise de l'époque. Est-ce que vous le savez? Même des gens de couleur l'utilisaient. Ils l'ignoraient, en fait. Il y a des gens qui utilisent des mots qui ne connaissaient Ouais, pas bien le sûr. sens du mot. Donc, pour moi, le mot mulâtre, c'est Mm. plus raciste quand tu connais le sens du mot que le mot noir ou négrou, comme il a pu le dire dans son truc. Ouais, Et c'est ouais. des petites choses. Alors, quand je peux impacter quelqu'un, je peux lui expliquer, mais je lui explique gentiment. Bon, ben voilà. Ouais, ouais, mais je pense que c'est bien, c'est bien. Je pense, il faut être pédagogique, il faut expliquer les choses aux gens pour qu'ils comprennent. Et C'est après, beaucoup d'éducation. ils sont décideurs. Tu vois, ils prennent les décisions d'utiliser ou pas utiliser, mais ils savent. Mais Comme je dis, ouais, comme je dis à mes amis, moi, je suis pas je suis pas raciste de ci ou de ça, machin. Moi, je suis anti-con. Et la bah, connerie a pas de couleur, elle a pas de religion, elle a pas hein, ce que tu c'est veux. sûr. Ah, voilà, point. Ça, c'est sûr. Ça, En c'est tout sûr. cas, ça c'était le petit moment actualité, petit moment actualité, PSG. Vas-y. Après, je pense qu'il a fini sa carrière, hein, l'arbitre, là. Ah, je pense que lui, c'est pas une flèche qu'il va recevoir, il en a Là, pris lui, je pense 18 déjà là. lui, je pense que c'est fini, tu vois. D'ailleurs, je crois il n'était pas sur la prochaine liste d'arbitres internationaux présentée par la Roumanie. OK, Donc, OK. de ce que j'ai lu, après, je ne sais pas si c'est Ah, la il a vérité pris, ou pas, parce que c'est sûr qu'il a pas fait de la bonne publicité, non, 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 non. il a pas fait de la bonne publicité pour son pays ou pour son sport, ça c'est sûr. Mais en Lui, tout il est cas, c'est cuit, hein. regrettable. Regrettable et puis je pense plus que ça va, je pense plus que ça va arriver quoi. Ou avant un petit bout, hein. Faut le Donc, souhaiter. on le souhaite. Donc toi, fan de basket aussi, évidemment, fan de basket. Alors, on en a parlé un petit peu en off. On a parlé un petit peu en off. Puis, avant d'aborder la partie off dont on a parlé, je voulais toucher à une autre partie. Tout à l'heure, tu parlais des joueurs de basket qui étaient respectueux et tout ça. Et bon, là, derrière moi, moi, c'est mon gars. Toi, tu es quelques années de moins que moi. Tu as 38 ans. Même. Non, 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 C'est non. ton gars aussi, mais Lui, toi, tu as grandi avec Kobe. Tu vois ce que je veux dire? non, 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 Non? non, Tu non, as non, grandi avec lui aussi? non, non. Lui, au-dessus, au-dessus, c'est le soleil. Bon, Y a on est rien. d'accord, on est d'accord, Lui, c'est. on est d'accord là-dessus. Donc, moi, je voulais te parler de Kobe Bryant parce que j'ai beaucoup lu sur lui, et puis c'est un joueur que j'admirais aussi beaucoup. Puis Kobe Bryant, avec les arbitres, il avait une belle psychologie. Il a souvent collaboré et discuté avec eux pour mieux les comprendre, pour mieux avancer. C'était plus un aspect, lui, il a compris que vous faisiez partie du jeu et que bah, il valait mieux vous comprendre qu'aller contre vous tout le temps. Est-ce que tu as beaucoup de joueurs que tu as rencontrés, donc tu parlais de gentleman tout à l'heure, mais qui ont cette intelligence-là d'essayer OK, for next time, this guy, je sais comment il va arbitrer ça, lui, il est comme ça, parce que vous avez vos critères. Il y a des choses avec lesquelles vous êtes peut-être plus sensible ou pas au basket. Est-ce que tu as rencontré des joueurs qui étaient des joueurs comme ça? Écoute, dans chaque équipe, souvent, il y a un ou deux gars qui sont assez sereins et avec lesquels tu peux échanger. Tu vois, il y a un mec en France qui s'appelle Pierre Bronchard, tu vois, et c'est un joueur intérieur français qui joue en seconde division. Et ce mec-là, à chaque fois, il est irrespectueux au possible. Tu peux lui siffler tout et n'importe quoi. Le mec, il est tellement bien dans sa tête que derrière, il est capable d'analyser ce qui se passe et il est capable de remettre les choses à leur place. Comme quoi qu'on n'est que des humains, que c'est que du sport. Et, euh,
et il va venir calmement, il va te demander d'expliquer, il va te demander des choses. Et il se fait un peu aussi, tu vois, l'interlocuteur pour les gars de son équipe qui, des fois, pètent un peu les plombs. Et il y a souvent dans les équipes, tu vois, un mec comme ça, un peu intelligent, qui pète pas les plombs et qui est capable de venir demander à l'arbitre des explications calmement. Parce qu'en Oh, fait, tu vois, vas-y. on est humain. Mhm, Si tu viens, toi, dans la vie de tous les jours, si quelqu'un vient te parler calmement, tu vas lui répondre, tu vas écouter déjà ce qu'il a à dire mhm. et tu vas lui répondre. Dans son sens ou pas dans son sens, mais tu vas lui apporter une réponse. Ouais, Si tu te fais gueuler dessus, si tu te fais agresser, ça marche pas. bah, tu vois, tu ne peux pas communiquer. Mhm. Tu peux pas communiquer. Après, tu as différentes façons de répondre. Soit tu vas répondre sur le même ton, soit tu vas ignorer, soit tu vas sanctionner, machin, etc. Mais tu peux pas déjà partir dans une communication s'il n'y a pas de respect, tu vois. Et c'est ça qui est important. Et ça, on retrouve donc heureusement encore dans quelques équipes, quelques joueurs qui ont encore qui ont ces valeurs-là. Donc au niveau international, au haut niveau, les joueurs que tu as arbitrés, puis waouh, tu dirais A+ dans le comportement, top, parce que tu aurais des noms, des joueurs ou des coachs qui t'ont marqué un petit peu par rapport à ça? Écoute, là, j'ai pas d'exemple vraiment en tête. On retient plutôt les casse-pieds, tu vois, généralement. On Mais va parler d'eux, il on va parler d'eux. y a aussi des mecs, tu vois, intelligents et dans la maîtrise de leurs émotions. Mais après, nous, en tant qu'arbitre, on se doit, peu importe le passé, l'histoire qu'on a eue, tu vois, avec les coachs ou les joueurs, à chaque fois que tu commences un match, tu repars de zéro, tu vois. T'effaces l'histoire, t'effaces le passé, en tout cas pour nous, et pour moi, en tout cas personnellement, on repart de zéro, tu Comme vois, tu c'est un disais, nouveau tu match. effaces ce qui est en arrière, tu avances. Ouais, Un peu comme exactement. on devrait faire Et avec certainement, les histoires de racisme et de tout. Je veux dire, le passé, on ne peut pas l'impacter, hein. On doit s'occuper de ce qui faut pas l'ignorer. On pense à ouais, ça, voilà, on il faut le n'oublie connaître, il pas, faut le savoir. mais on avance. Il faut avancer. Exactement, exactement. Mais ça, c'est quelque chose, tu vois, que j'ai beaucoup travaillé avec le coach mental. OK. Et il me disait, en fait, parce que je sais plus, il y a un match où je devais réarbitrer un coach avec qui ça s'était mal passé, tu vois, un coach qui était dans la division depuis de longues années, qui prend un peu les gens qui arrivent de haut, donneur de leçons, etc. Et moi, j'avais voulu lui expliquer une de mes situations. Et en gros, enfin, pourquoi j'avais jugé le truc. Il voulait même pas m'écouter parce que moi, j'étais le petit minot et il me donnait pas de Crédit. crédit. Et voilà, j'étais une petite merde qui arrivait et je connaissais rien à la vie et j'avais rien à lui dire, tu vois, un petit peu hautain, le mec. Et quelques journées après, je devais le réarbitrer. Et le coach mental, il m'a dit et clairement, enfin, tu vois, pour performer, tu es obligé d'effacer ça. Tu repars à zéro. Tu peux pas rester dans de l'émotion, dans de la rengaine, choisir, enfin, guetter le moindre faux pas, tu vois, pour dégommer le Mmh. coach. Tu es obligé de passer. Tu fais un reset avant, c'est comme si c'était un nouveau match, tu vois. Tu un petit peu, Après, tu es obligé de savoir que le mec, il est capable de péter une durite, que certains gars sont des tricheurs, etc. Parce que tu es obligé de contrôler la rencontre et tu es obligé d'être préparé. Mais tu pars pas avec un a priori de dire lui, ce soir, il va me casser les pieds ou ce soir. Non, c'est pas possible. Tu vois, tu parce es qu'eux obligé de aussi, ils sentir ont qu'il leur faut pas te le pression, eux faire. aussi, ils ont eux aussi en arrière, ils ont On est tous des êtres humains, tu vois. ouais, ouais. Ils ont, tu vois, ils ont la pression de ramener de l'argent à la maison, ils ont la pression familiale, ils ont, tu vois, enfin, il y a des pressions extérieures qu'on ne maîtrise pas et on peut pas savoir ce qui se passe dans la vie des gens. Mais par contre, après, on est obligé de regarder s'ils se contrôlent ou pas sur le terrain. Revenons un petit peu dans le football. Alors, Mhm. on est fan du PSG. On aime Paris À Saint-Germain. fond, Moi, depuis j'ai grandi longtemps. avec Paris. Toi, bon, on a quelques années d'écart. Moi, mes premières années au parc, bon, la première fois que je vais au parc, j'ai vu, c'était le Matra Racing, c'était Luis Fernandez qui coachait le Matra à l'époque. Ouais, avec Au parc, Ronaldinho et tout ça, ou quoi? non, avant, le Ah, Matra, encore avant. avant le PSG. Après, moi, j'ai eu la période, donc avant Ronaldinho, Weah, Ginola, C'est un truc de ouf, ça. ça, c'était les Guérins, Jean-Luc Sassus, Fournier, Roche, tout ça, là, Ouais, Hugo Lama. Moi, c'était mon premier Maradona. PSG, je dirais, dont j'ai souvenir. Aujourd'hui, c'est le PSG Qatar, c'est le PSG. Bon, moi, je supporte toujours l'équipe de la même façon. Ouais, moi aussi. Euh, on a Neymar chez nous.
On entend beaucoup de choses, on entend d'ailleurs je lance toujours une invitation à Neymar. Neymar, tu viens quand tu veux. On va te Dis-le en portugais, dis-le en on va te portugais parce recevoir. que Ou faut que je travaille, va falloir que je ouais, travaille, va falloir que je travaille va les trucs. falloir que tu va Va falloir que falloir tu que je gères travaille ça. le truc. Moi, je trouve que c'est un génie, ce joueur. C'est un artiste incroyable. Ce qu'il fait avec un ballon, c'est fou. Ce qu'il ose faire, c'est malade. Il est critiqué à juste titre parce que, comme tous les artistes, des fois, il peut faire des trucs sensationnels. Puis, des fois, ben, la sensation n'existe pas. Il redevient un petit peu normal. C'est aussi pour ça qu'il est ce qu'il est. Mais on va parler un peu plus du sujet qui dérange chez Neymar, c'est son côté roulade, simulation et compagnie. Et moi, j'ai failli être vulgaire. J'ai un P de problème avec ça. J'ai un putain de problème avec ça. Si j'en veux aux arbitres, en fait. Parce que le mec, si les arbitres se faisaient respecter à la première putain de simulation tout de suite, genre tu prends un jaune à la première où c'est abusé, là, tu dis, hey, terminé là, tiens moyen de mettre ton autorité. Si les mecs ils font ça, il ne va pas continuer. Tu Moi, vas je pas comprends ouvrir pas. cette porte-là. C'est-à-dire que le joueur de foot, il a comme l'autre, Lopez, dimanche, qui fait 10 roulades, et on l'a pas touché, quoi. Non, mais le joueur de foot, on peut utiliser la VAR pour ça aussi ou... Tranquille, tranquille. Peut-être qu'il attend une note artistique, tu vois, sur la roulade. Je vais la mettre dans le montage. Je vais la mettre dans le montage. Elle va passer celle-là. Elle va passer celle-là. Ah, j'avoue, Non, c'est mais sérieux, est-ce abusé. que tu ne penses pas qu'il n'y a pas un rôle à jouer de ce côté-là, du côté arbitre? Est-ce que tu comprends qu'il y a très peu de cartons qui sont donnés pour simulation, je trouve. Pas assez, en fait. Il y a, pour moi, il y a deux choses, tu vois, qui dans le football, n'est pas sanctionné. Enfin, même trois choses. C'est les fautes dans la surface, tu vois, où pour moi, il y a plein de fois où je vois des tirages de maillots, des trucs comme ça, et des choses dingues. Pour moi, ils devraient nettoyer. Ouais, tu prends 3 mois, tu siffles 40 pénaltys, Fini. les mecs, ils vont comprendre au bout d'un moment. Et tu vois, tu donnes après la possibilité à l'attaquant de scorer plus, et tu donnes une beauté supplémentaire à ton Au jeu. jeu. Là, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un tirage de maillot euh, entre guillemets, par le défenseur, ils mettent faute à l'attaque et pour être tranquille, et puis allez, on repart dans l'autre sens. Et pour moi, ça, ils devraient le nettoyer. Après, tu vois, les simulations, bah, utilise la VAR, tu vois. Le mec, il plonge, mais je crois qu'ils ont les moyens, hein. Si c'est avéré, normalement, il me semble que c'est carton jaune. Tu vois, alors Eh je non, suis mais pas ça sûr existe un que règlement, mais il n'est pas vraiment. appliqué. Mais voilà. Et la dernière chose, tu vois, c'est les contestations des joueurs. Moi, je souffre, hein, pour les arbitres de foot quand ils sont encerclés par je sais pas combien de joueurs. J'ai en mémoire je crois, je suis pas sûr, mais c'était un PSG Marseille, je crois, où le mec, il a sorti je sais pas combien de biscottes pendant le match, il a distribué. Depuis le début de l'année, là, c'est ça? Non, non, c'était il y a 2, 3 saisons. OK. L'arbitre, il avait été critiqué, hein, par les journalistes, machin. Il avait dit oui, il a trop sorti de carton, machin, Mais ceci, pour cela. se faire respecter au début. Mais, mais tu peux pas recevoir de l'agression comme ça en tant qu'arbitre. Et au foot, alors c'est un milieu culturel, tu vois, peut-être qui est habitué à ça, je sais pas, mais tu peux pas, tu dois avoir un respect. Tu peux pas perdre les pédales comme ça, venir agresser, pousser les arbitres. Des fois, il y a des vidéos qui traînent sur Internet dans les catégories un peu basses, tu vois, dans les niveaux inférieurs. Bon, c'est fou quand même ce qui se On passe, hein. va on va on va on va parler de ça. Toi, au basket, c'est pas du tout la même chose? Toi, tu t'es jamais senti encerclé ou poussé? Il y a jamais eu de contact physique de ton bord? C'est jamais arrivé ça? Ah, il y a une fois où j'étais encore un peu jeune, tu vois, en National 3. Je sais plus, je siffle un truc à un mec et c'était un intérieur costaud balèze, tu vois. Le mec, il faisait bien 2 mètres, 2 mètres 5. Et moi, je fais avec mon mètre 80, tu vois. Et il vient et il se met à 20 centimètres de moi, tu vois. Il me regarde. J'ai pas bougé, tu vois. J'ai fait genre, le mec, il perdait pas les pédales. Mais dans ma tête, je me suis dit, s'il m'en met une, je suis dans la merde. Ouais, tu peux pas réagir non plus, tu es obligé de subir un petit peu. Après, pour nous, il y a quand même beaucoup plus de respect dans le basket. Il y a beaucoup d'insultes. Ok, il y a eu des matchs que j'ai connus, mais plus en tant que joueur, où il y a un adversaire, tu vois, qui pète les plombs, où c'est parti en bagarre ou des choses comme ça. Mais c'est très rare, tu vois. J'ai joué pendant 25 ans, c'est peut-être arrivé une fois, voire 2 fois maximum. Et c'est très, très rare quand même. L'arbitre au basket, il est quand même encore assez respecté. Après, de Alors, temps en temps, il y a des exceptions, hein. Il y a des ouais, exceptions, mais c'est sûr qu'il y a des mecs, bon, on a affaire à des humains, hein. Les mecs, s'il y a la pression, puis il y a plein de rapports autour, externes qui peuvent affecter ton comportement direct, ça arrive, hein.
Malheureusement, ça arrive. Donc toi, on parlait des arbitrages dans les divisions inférieures. Alors ça, il y a beaucoup de choses là-dessus. Il y a beaucoup d'arbitres qui veulent même pas aller dans certains districts pour arbitrer parce qu'ils savent que c'est super dangereux. Il y en a qui risquent leur vie même dans certains endroits. Ouais, ouais, totalement. Et je disais tout à l'heure en préambule que, vous êtes les témoins de ce qui se passe dans la société aussi et comment ça évolue. Aujourd'hui, toi, tu retournes demain à arbitrer du niveau régional. C'est certainement pas la même chose que le niveau régional que tu as arbitré à l'époque. Est-ce que Ça tu veux me m'arrive. parler un peu de ça? Ça m'arrive parce que c'est encore mon père, tu vois, qui est président du club. OK. Je suis encore alors j'ai beaucoup moins de temps maintenant, mais jusqu'à encore 3-4 ans, j'étais encore investi à entraîner, et cetera, à donner un petit coup de main et de temps en temps, je vais arbitrer, tu vois, dans le club. Donc ça m'arrive d'arbitrer, de temps en temps des niveaux, départementaux et cetera. Mmh. Et bah, tu sens que les gens, en fait, ils maîtrisent pas techniquement le sport et leur seul moyen de pression, c'est de parler d'arbitrage et d'essayer d'influer sur l'arbitrage. Et d'habitude, ils sont des petits jeunes qui savent pas trop quoi leur répondre et du coup, bah, là, c'est plus compliqué pour eux. Mais voilà, tu vois? Enfin, il y a, je crois, il y a 2-3 ans maintenant, un jour, on était à une soirée entre arbitres, un truc, de fin de saison, tu vois, qui réunissait des arbitres, petite partie conviviale Mmh. et le lendemain, il y avait un match de benjamin. Benjamin, ça doit être, moins de 13 ans, où il y avait pas d'arbitre et heu et le mec qui recherche des arbitres, tu vois, il est en galère, il recherche des arbitres pour le lendemain, il y a personne qui est dispo. Il y a un mec qui lui dit en déconnant: «Bah, demande à Yoann, il va aller le faire ton match», tu vois? Et moi, j'ai dit: «Bah, vas-y, y a pas de problème, tu mets avec Christina, on va faire ton match». Et sur un match de moins de 13 ans, il avait 2 arbitres internationaux. Donc tranquille. OK, cool. Mais ouais, 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 c'était sympa pour lui. Et mais tu vois, les parents, ils étaient les joueurs, les coachs et tout, ça s'est super bien passé. Mes En parents. vérité, les parents dans le public, c'était incroyable. C'était il y a un mec ou 2 là qui étaient fous furieux. Après tu discutes avec eux, tu échanges, tu leur expliques, ils se calment et ils comprennent. Mais sur le coup, c'est les parents qui foutent le bordel, dans les bas niveaux, tu vois? Parce qu'ils veulent que leur fils soit protégé, ils veulent que leur fils, soit une star, ils veulent qu'il performe et cetera. Mais il faut accepter, le niveau de l'enfant, il faut accepter que qu'il fasse des erreurs, que l'arbitre fasse des erreurs. Et ça, tu vois, c'est quelque chose, je pense qu'on culturellement, en fait, on ne connaît pas le rôle de l'arbitre. Et pour moi, c'est aussi une erreur, tu vois, sociale de la part de l'école de ne pas développer assez ce genre de choses. Et c'est aussi une erreur, je dirais, culturelle de la part des fédérations de ne pas impliquer plus leurs Nos licenciés. arbitres. Ouais. Ouais, et de les amener les gens vers l'arbitrage, tu vois? Pour moi, heu, tu prends une licence dans une fédération, bah, tu dois au moins arbitrer un match dans l'année. Savoir c'est quoi, quoi? Peu Savoir c'est importe quoi? le niveau, peu importe le truc, Mmh. ou tu reçois une formation sur l'arbitrage et tu te mets à la place du gars pour un peu développer un peu d'empathie et savoir ce qu'il ressent et ce que c'est. Et qu'on soit plus dans le défouloir, social. Et tu le ressens, hein, quand tu vas au Parc des Princes, et que tu entends les mecs à côté là qui gueulent sur l'arbitre, tu te dis: «Mais les mecs en fait, c'est la sortie des fouloirs quoi». Mmh. Tu viens et puis le mec il te permet de jeter toute ta frustration de la semaine quoi. Et c'est souvent ce qu'on retrouve et je trouve que c'est dommage et si on développait, un petit peu plus l'image de l'arbitre dans nos dans nos dans nos systèmes, tu vois? Que ça soit dans l'école, que ça soit, dans les fédérations, dans les clubs sportifs. Mmh. Tu vois? Je vais prendre un exemple, à l'entraînement, s'il y a 9 joueurs, soit le mec il va faire 3 équipes de 3 et il va jouer par vague de 3-3, soit il va faire 2 équipes de 4 et celui qui joue pas, bah, il va être sur le côté en train de prendre un ballon, dans le meilleur des cas, il est en train de shooter, dans le pire des cas, il est assis sur un banc, tu vois? Il attend. Mais Ouais. fais-le arbitrer le gamin. Et peut-être que tu vas trouver, une vocation chez lui ou peut-être qu'il va comprendre des choses. Et en plus de ça, tu vois, quand tu arbitres, je pense que quand tu es joueur, connaître, tu vois, le règlement et pouvoir jouer avec, bah, c'est une arme, quoi. Tu un atout supplémentaire. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'il y a ces joueurs qui ont cette qualité-là de pouvoir comprendre ça et puis se dire: «Hey, c'est un truc, Mmh. c'est un peut-être un truc de plus dans mon arsenal». Donc est-ce que tu trouves en général que
les parents sont un peu plus violents qu'ils étaient? Par rapport à l'époque, il y a une évolution là-dessus ou c'est un statu quo, Je pense que c'est la même chose. Je même pense que chose, c'est ouais? la même chose. Ça, c'est la même chose. Tu sais, les parents, ils aiment à la folie leurs enfants et c'est compliqué quand tu touches à leurs enfants Ah moi de je me suis façon déjà fait, brutale. je vais t'avouer, je me suis déjà fait virer d'un match. Mais Ouais, mais toi, écoute, non mais c'était drôle. t'as pas l'air serein, t'as pas l'air serein. Putain, je déconne. Non mais non mais écoute, c'était très drôle parce que c'était un hors-jeu qui cible dans un match, de championnat, mais mon fils a 11 ans ou 10 ans, donc c'est un match Ouais, je vois de temps en temps des petites vidéos là. des petits voilà, exactement. Donc il joue un match et puis je il siffle un hors-jeu, puis je crie comme: «Il y a jamais hors-jeu!» Tu sais, j'ai réagi comme: «Il y a jamais hors-jeu!» Et le mec, pour ça, il m'a mis dehors parce que, les parents ne veulent pas être là, puis il a un règlement, il doit pas entendre ce genre de choses. Mais moi, j'avais jamais tu sais, je comprends, je lui ai dit: «Regarde, je comprends ton travail, je comprends ton travail là, mais Non, non, mais je suis hey, pas» t'es pas respectueux, je m'en vais, je me casse. Non, mais c'était un peu gênant parce que bon, en tant qu'entraîneur, c'est pas vraiment mon truc. J'ai réagi un peu, beh, c'était pas violent, mais c'était juste une réaction. Il y a jamais hors-jeu, il m'a entendu. Il m'a Bien entendu, puis sûr. il m'a éjecté. Bon, après on a Eh, dialogué un peu. Bon. moi, je suis arbitre, hein. Quand je regarde les matchs du PSG, des fois, je râle, hein, tu vois, devant ma télé, tu vois. Mais bon, il n'y a personne qui m'entend, donc ça va. Ça, Donc tu le diras pas. on va garder on va garder ce morceau-là. Alors, est-ce qu'on on avait parlé un peu de NBA, tu m'as expliqué que c'était un petit peu compliqué pour toi, pour tous les arbitres, parce qu'il faudrait revenir à un niveau, quasiment, beginner pour pouvoir remonter les échelons et être capable de remonter à ce niveau-là. Donc je pense que les arbitres, le niveau international, les grands joueurs américains, toi tu les as rencontrés ou tu les as arbitrés, au niveau international. As-tu un joueur dont tu peux nous parler à ce niveau-là, chez les Américains, chez les grands joueurs américains que tu as arbitrés, qui t'a marqué par son mauvais comportement ou son envie de te mettre un petit coup de pression ou son mépris par rapport à toi? J'ai pas eu de problème avec les Américains, tu vois, en général. Ils sont vraiment assez respectueux. J'ai eu Mmh. la chance d'aller sur la Summer League, c'était OK. en 2017. Et, et franchement, je trouve que le respect pour le corps arbitral, il est totalement différent. Tu Waouh, vois, les OK. mecs, les mecs, ils jouent, ça court, c'est un basket un peu plus individualiste, où dès que tu es ouvert, tu tires. Du coup, ça donne aussi un peu plus de rythme au match, tu cours beaucoup plus. Mmh. Mais dans la philosophie de l'arbitre, par rapport à l'arbitrage, tu t'es, tu cours, tu joues. Le gars, il siffle. Et une acceptation aussi du temps de réflexion par l'arbitre, tu vois. En France, si tu siffles pas tout de suite, les mecs se retournent vers toi, ils te gueulent dessus, machin, ou si tu siffles pas tout de suite et que tu siffles un petit peu après, on va dire, ah, tu l'as sifflé tard, celle-ci. Là-bas, c'est habituel de prendre son temps pour stopper le jeu et dire il y a faute, tu vois. Tu as vraiment le temps d'analyser le début, le milieu de l'action, enfin le développement et la fin de l'action avant de prendre ta décision. Et les gens acceptent qu'il y a un petit décalage entre le moment du contact et la décision, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça très, très appréciable. Et du coup, quand je suis revenu après en Europe et que j'ai enchaîné Mmh. sur un championnat de jeunes, les gens ils me disaient, mais tu prends trop de temps pour décider, tu vois. Mais tu es tellement à l'aise, tu prends ton temps, tu peux analyser les choses et aussi ça augmente ton nombre de bonnes décisions quand tu peux Bah prendre le oui, temps. bah ouais, ouais. Vous faites pas le même travail, en fait. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles vous êtes, vous, sont peut-être un peu plus difficiles que certainement que les leurs et les Américains. Je trouve que bah, comme au foot, hein, ça s'approche pas, hein. Dès qu'il y a je pense qu'ils sont plus sensibles, plus agressifs par rapport au flagrant foul ou au technical foul qu'ils peuvent donner qu'en Europe, n'est-ce pas? Ouais, ils ont un guideline très, très, très précis, tu vois. Ils ont un guide, ils savent ce qu'ils doivent faire et puis ils appliquent. Et ils sont un peu aussi dans le zéro tolérance, tu vois, en tout cas en NBA, tu vois. Mmh. Et dès qu'il y a un écart, bah, ils sanctionnent. C'est plus comme avant, tu vois, où il y avait les anciens arbitres à l'ancienne, là, tu vois, ils rentraient dans des shows, tu vois, d'échanges verbaux, où ils t'envoyaient chier et tout. Bah, il n'y a plus tout ça, tu vois. Maintenant, le joueur il fait une erreur, pam, allez, technique et tu bouges. Ils ont sanitarisé ça, on peut dire, un petit peu. Ouais, 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 exactement. Les Espagnols aussi, ils sont entrés dans cette philosophie-là en Espagne dans leur championnat. Ça a pris un peu de temps, mais tu vois, ça fluidifie les choses. Les gens, après,
ils sont plus concentrés sur leur rôle de jouer et de coacher. Et c'est Ok. beaucoup mieux. Ouais. Mais les Ricains, ils sont très. Les Ricains, tu sais, c'est dans leur. Je dirais, enfin, moi, du monde extérieur, ils parlent beaucoup de process, tu vois, ils respectent beaucoup la Rapidement. réglementation, le processus, les protocoles, tu vois, ils sont Mhm. très tournés là-dessus. Tu vois. Un peu plus qu'en Europe. Donc, on s'en va vers la fin tranquillement. Je voulais te poser une question par rapport à une de mes émissions. Est-ce que tu as regardé un petit peu l'émission avec Tariq Abdelouad? Ouais, ouais, avec Tariq, j'ai regardé. Ouais. Alors, ça fait Parce un que petit peu le buzz, hein? c'est un joueur, tu vois, que moi je suivais quand j'étais gamin, tu vois, ça a fait parler. Ce mec-là, c'est un des premiers à être arrivé en Ouais, ouais, NBA. ouais. Tu vois, et en plus, c'est un gars qui a joué un peu dans la rue, tout ça. Enfin, il a cette culture, tu vois, un peu de la rue, tu vois. Donc, c'est forcément, pour nous, ça nous parle et c'est un mec qu'on suivait, quoi, à l'époque. Moi, j'ai vraiment kiffé faire cette émission. On a vraiment eu un bon petit échange. Mais j'étais surpris par les réactions après parce que évidemment, quand j'ai parlé, j'ai touché à notre icône du basket français. Enfin, j'ai touché. Moi, je n'ai pas touché. J'ai posé, j'ai posé une question sur Tony Parker. Il m'a Ouais, répondu comme il parlerait à n'importe qui. Bon, moi, voilà, ouais, ouais, totalement. c'est pas mon poteau. J'étais surpris de voir toutes les réactions qu'il y avait en arrière. Puis, j'ai vraiment passé un bon moment un bon moment à faire cette émission-là. Mais toi, tu as pensé quoi un petit peu de sa réaction par rapport à ça? Je suis juste pas d'accord sur une seule chose que Tariq il a dit, c'est que Tony Parker ne redonnait pas à son sport. Là-dessus, Il a dit qu'il redonnait pas. il me semble Je pense que qu'il me semble qu'il voit qu'il apporte, non? Non? de mémoire, tu vois, il a dit que c'était un super joueur, mais qu'il devait redonner quelque chose, tu vois, au jeu. Et j'étais pas forcément en accord avec ses propos parce que pour moi, Tony Parker, tu Il vois, là, donne. ce qu'il est en train de faire avec l'Asvel, C'est fort. C'est il fort. réinvestit de l'argent, il va pour. Là, tu vois, il a été vers le gouvernement pour négocier un peu de l'argent pour la période de Covid pour les clubs, etc. Bon, a priori, ses talents de négociateur n'étaient pas forcément très développés parce que je crois qu'ils n'ont pas touché beaucoup d'argent, mais bon, tant pis. Non, mais tu vois, et vraiment, enfin, moi, je trouve qu'il redonne quand même, tu vois, beaucoup Moi, je au trouve qu'il basket apporte français. beaucoup. Je le vois d'ici, il a beaucoup d'actions positives qu'il pose. Ne serait-ce qu'il est en train Mais de faire oui, pour le basket français, c'est mais énorme. oui, mais oui. Mais je suis pas sûr que Tariq ait contredit ça. Il aurait peut-être plus mettre d'emphase sur le message qu'il a passé. Mais il a C'est peut-être plus. ses propos, tu vois, qui étaient pas forcément clairs et qu'il fallait bien analyser parce que, en vérité, moi, j'ai la sensation qu'il disait en gros, c'est pas mon pote, mais je le respecte. Ouais, ouais, c'est le feeling Tu que vois. c'est vraiment le feeling que moi Et c'est aussi. très honnête de sa part, tu vois, de Mhm. dire ça. Parce Et il qu'il le aurait dit, pu. gros joueur aussi. Tu sais, il le Ouais, dit. ouais, totalement, totalement. Il respecte le joueur, etc. Et voilà. Et après, c'est les affinités personnelles, hein. C'est logique. Hein. Je continue dans ce genre de direction-là. Le prochain joueur de basket que tu veux que j'invite, que tu aimerais voir dans Roll the Talk. Accessible, s'il te Prochain, plaît. prochain joueur. Je vais, Ronny Turiaf, on t'attend. Voilà. Ronny, c'est pas mal. Moi, je te dis Boris Dio. Boris Dio? Ouais, parce que Boris Dio, je pense que c'est un super mec, tu vois, en plus d'être un excellent basketteur. Je pense que humainement, c'est une belle personne, tu vois. Ah, moi, J'ai pas de, j'ai kiffé je le aussi. connais pas forcément plus que ça, mais je l'ai côtoyé un petit peu pendant les stages de l'équipe de France où j'avais la chance d'aller arbitrer de temps en temps. Et tu sens que le mec, c'est un bon vivant, tu vois. Tu sens que c'est une belle personne, Bon, quoi. bon, un bon gars, un bon gars. Bah Ouais, écoute, on va se mettre en mission Babac ouais. très rapidement. On s'en va vers la fin tranquillement. Si tu avais, et puis c'est un petit peu la question classique que je ramène toujours à la fin, une petite question que j'ai piquée à un de mes amis dans un autre podcast qui s'appelle Eric Rebourg, un podcast de natation. Si Mhm. tu avais un petit conseil à donner à tous les futurs arbitres pour le futur, ça serait quoi pour qu'ils puissent rêver de faire la carrière internationale que tu es en train de faire? Pour moi, il y a deux choses. C'est un, déjà la passion du sport que tu arbitres, et le travail. Parce que si tu cumules ça, si tu travailles énormément en étant passionné, tu vas pas calculer le temps que tu vas y passer. Et le travail, ça t'amène toujours des résultats. Tu vois, à un moment donné, ça te fait progresser et tu deviens meilleur. Et surtout, si après tu performes pas, tu n'as pas de frustration. Ouais, Tu tu as vois, parce donné. que t'as tout donné, Mhm. tu as donné ce que tu pouvais faire et tout ce que toi tu pouvais maîtriser, tu l'as maîtrisé.
tu vois. Et le travail, c'est vraiment quelque chose qui t'ouvre des portes. Tu vois, les gens, souvent, regardent les gens qui réussissent et ils disent: «Ouais, il a de la chance lui». C'est pas de la chance, en fait. C'est juste que quand il faisait froid et que tu étais sous ta couette, chez toi, tranquillement en train de boire ton thé ou ton café, bah, peut-être que nous, on était dehors en train de travailler, peut-être qu'on était à la salle, peut-être que et voilà, c'est des choix et c'est des heures passées. Et quand tu es passionné, en fait, T'en rends pas tu compte. calcules pas, tu vois? Tu kiffes ce que tu fais, tu prends du Mhm. plaisir, donc c'est un investissement qui est plaisant. Tu vas regarder des matchs, tu vas étudier le jeu, tu vas aller à des colloques d'entraîneurs, tu vois? Tu vas t'entraîner, mais tu kiffes, tu prends du plaisir à le faire. Bon, super. Et on va terminer par ma dernière petite série de questions que j'ai préparées pour toi. Tu me réponds rapidement. Je vais te donner un nom, poser une question. Tu vas me dire qu'est-ce que tu penses de telle ou telle personne. On va commencer parce qu'on en a parlé en off. On en a parlé en off. Tu es aussi un grand fan de basket, donc tu regardes de basket, tu regardes de basket avec des grands yeux. Donc c'est peut-être un peu difficile par moment de pouvoir arbitrer et pas être admiratif de certains joueurs. Et ça, je suis sûr que tu as regardé. Tu as regardé. Tu peux pas être complètement à 200% dans ton rôle d'arbitre. Déjà, quand le mec devant toi, il est en feu et il rentre 10-3 points de suite, tu fais quoi? Tu vis le match aussi ou pas? Ouais, il y a des trucs où il y a des moments où tu te dis: «Waouh, la perf, elle est dingue», tu vois? C'est incroyable. Je me souviens d'un match, à Paris, Non, mais la plus c'était grosse perf. Paris Basket Racing, tu vois? À l'époque, les mecs, ils sont à -30, je crois, à la mi-temps et je crois qu'ils rentrent une dizaine de 3 points, en deuxième mi-temps et ils réussissent à revenir, à gagner le match. Là, tu te dis: «Putain, c'est un truc de dingue». Quand tu Malade. vis ça sur le terrain et que tu vois la série, se réaliser, tu te dis: «Waouh, c'est fort». Waouh. Après, des fois, c'est des actions spectaculaires, tu vois? Un tomahawk, un contre, et dans ta tête, tu vois, tu dis: «Waouh, le mec, il était haut, il l'a défoncé», tu vois? Mais Mais tu peux pas, gros, tu peux pas tu peux t'exprimer. pas, Tu kiffes à tu pas l'intérieur, avec tes quoi. potes, tu vois? Tu pas avec tes potes en train de faire le fou, tu es sur le terrain. Ouais. Mais, après, j'ai pris beaucoup de recul, tu vois? Quand j'étais gamin, heu quand tu es gamin, tu idolâtres un peu, tu vois, les joueurs, tout ça maintenant. Maintenant, j'ai plus Ouais, je suis plus t'as cette distance. Tu peux pas être fan, quoi. non, déjà, je suis plus fan des joueurs ou quoi, OK. Je reconnais une performance, tu vois? Je dis: «La performance, elle est ouf, elle est incroyable». Mais, je suis plus fan comme j'aurais pu être, à l'époque quand j'étais gamin. Maintenant, le joueur, c'est une personne, en fait et dans tous les joueurs, bah, il y a des mecs bien, il y a des mecs moins bien et puis voilà, tu vois? Terminé. Bon, bah alors, Navarro, Non, parlons-en. Navarro, c'est game changer. Game change. C'est ouais, bah, après, tu vois, moi, quand je jouais au basket, encore un peu, de temps en temps encore, je tire beaucoup à 3 points donc lui, il a basé son jeu là-dessus, tu vois? Donc c'est un mec que moi que j'ai beaucoup aimé voir jouer. Parce que, il avait cette capacité, à changer des matchs. Il tuait des mecs, il tuait les il était fou et en vérité, tu vois, c'était un faux lent. Tu vois? Le mec, tu as Ouais. l'impression qu'il va à 2 à l'heure, mais en fait, il a des changements de vitesse quand il faut, il a des appuis phénoménal et je pense qu'il doit y avoir un travail de dingue, de répétition de tir parce que pour tirer dans les positions dont il a pris des tirs, bon, il a crucifié la France, un nombre de fois incroyable, Ouais. mais Même les quand il jouait contre les performances Américains, il les a surpris. Il les a surpris une couple de fois. bien sûr, bien sûr. Il y a un seul regret, c'est qu'il ait pas vraiment eu sa chance, tu vois, aux States. Quand il a été à Memphis pour jouer, j'ai pas trouvé qu'il l'avait, trop respecté et donné du temps de jeu. Un peu Ah, comme c'est dur. Rigaudot en France, tu vois? Ouais, Quand c'est dur. Rigaudot, il a été en NBA à Dallas, il a pas réellement eu la possibilité d'être sur le terrain et de montrer ce qu'il Pouvoir, voulait. Mais après, pouvoir c'est s'exprimer. peut-être aussi des types de joueurs un peu particuliers, un petit peu peut-être, plus tournés vers le jeu européen que le jeu américain. Moi, je trouve que les jeux européens, ils s'adaptent partout parce ils ont aujourd'hui, hein, enfin, je fais penser à Tariq, le jeu européen de l'Est, comme il dit, Ouais, ouais, ouais. comme il dit. Non, mais maintenant, le basket Mais français a évolué, mais je trouve que les fondamentaux du jeu européen sont pas mauvais. Si je te dis Luka Doncic, bah, non, lui, il est incroyable. C'est une pépite. Ce mec-là, tu vois, il fait penser un peu à, bah, parce qu'il est blanc aussi, tu vois, il fait penser un peu à Larry Bird, tu vois, moderne, tu vois, avec
une qualité d'adresse, mais avec une capacité à lire le jeu, à distribuer la balle, des appuis de fou. Il est incroyable, ce mec, tu vois. Moi, c'est un Et Petrovic avec une taille supplémentaire, un physique supplémentaire. Donc, Ouais, mais après, Petrovic, il était que dans le tir, tu vois. Doncic, il est aussi dans la lecture du jeu, la maîtrise du pick and roll. Il est incroyable, tu vois. Dans tous les écrans, la lecture du jeu derrière, il va toujours trouver la bonne passe. Et puis, il met des paniers incroyables. Petrovic, c'était plus une machine à tirer, tu vois. Le mec, il prenait le ballon, il recevait, il tirait. Et il il n'avait mettait pas peur. dedans incroyablement. D'ailleurs, c'est un regret de ne pas pouvoir l'avoir vu plus longtemps jouer, Plus ce mec-là. longtemps, plus longtemps. Mais En NBA, incroyable. en NBA, il aurait tout cassé. Le futur du basket français. Alors, on entend parler, il y a eu beaucoup de drafts là. On en a eu un qui a été drafté à Détroit, incroyable. Parle-moi là. Donne-moi ton œil d'expert. Non, non, il y a un jeune là, Nanterre là, qui est incroyable. Il fait déjà, je crois, 2,16 m ou 2,17 m à 16 ans. Il commence un petit peu à fouler les parquets pro. Lui, il affole tout le monde, hein. Comment il s'appelle? Alors, non, non, le nom, il est trop compliqué à dire. Wemba Meya ou un truc comme ça. Et je te laisserai regarder ou je te On va l'enverrai retrouver. après On va en retrouver. regardant. Mais le joueur, il a un potentiel de dingue. Là, il y a Rudy Gobert qui était venu en France là, sur Paris pour s'entraîner un petit peu. Ils ont fait du 2-2 avec Vincent Poirier et un autre mec. Mhm. Le mec, il joue et tu vois qu'il plante un 3 points sur la tête de Rudy Gobert. Il a des petits moves en plus, tu vois, déliés par moment avec juste sur un dribble, un petit dribble, step back, tiré à 3 points, etc. 2,16 m, 16 ans. Ouais, le mec, il est. J'étais voir l'autre jour un match de Levallois et à côté de moi, il y avait déjà un scout, tu vois, de Golden State. Donc les Ok. mecs, ils sont à l'affût, hein. Ils sont à l'affût, ils sont en train de scouter de ouf. Et lui, je pense qu'il aura, s'il n'y a pas de blessure, s'il suit le parcours qu'il faut, si mentalement il est bien accompagné, il va faire un truc incroyable. Ça doit pouvoir Ah, survivre. Le basket il va faire français un a truc. encore quelques pépites. C'est un physique, tu vois, très fin, un peu à la Rudy Gobert, très très grand, très très fin. Mhm. Et par contre, le mec, il a un tir à 3 points. Bah, c'est le nouveau Donc, truc, hein. Les gars, ils s'écartent maintenant. Ils font tout, hein. Ils ouais, font c'est tout, chaud, hein. c'est chaud, c'est En chaud, tout cas, c'est chaud. Johan, c'était vraiment génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'émission. Ce fut un plaisir de te recevoir. On n'en a pas parlé beaucoup, mais tu as été malade. Tu as eu le Covid il y a quelques temps. Tu t'en es remis, tu commences à t'en remettre. Moi, j'étais malade la semaine dernière, mais tiens, j'ai fait une blague. Je suis négatif. C'est pas bien passé au travail, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, donc négatif, donc bien malade le truc. On passe par-dessus. On va souhaiter plein de bonnes choses pour 2021 à tout le monde. La santé, prenez soin de vous. Quand ça va pas à la maison ou quand ça va, asseyez-vous devant votre écran, puis regardez All the Talk. Il y a des bonnes petites émissions. Venez commenter, venez liker. Johan, je te laisse le mot de la fin. Tu peux remercier, faire des dédicaces à qui tu as envie. Et quand tu wrap up, je wrap up derrière, on met un point, puis terminé. Merci encore en tout cas. Ouais, écoute, merci à toi. Merci en tout cas à tous ceux qui auront écouté et pris du plaisir. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à échanger, comme à chaque fois qu'on parle d'arbitrage. Et puis, comme on dit en ce moment, rester négatif avec un esprit positif. Voilà, génial, génial, génial. Merci beaucoup. C'était Johan Rosso, arbitre international de basket dans Hall de Talk. Prochaine émission, on va retourner un petit peu dans la natation. Restez connectés. À très très bientôt. Au revoir. Génial. Merci.